pour une nouvelle conférence qui est un peu particulière. Parce que, bon, au début, on traitait des sujets généraux, du genre les Templiers, les alchimistes, ceci. Et puis après, on a fait un peu plus original. On a traité soit d'une personne, soit d'une ville. Et là, on va parler d'un siècle, le XVIIIe siècle. Bon, alors forcément, en ésotérisme, hein, puisque ici, toutes les conférences, bien sûr, un cadre ésotérique. Qu'est-ce qu'il peut y avoir, bon, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'ésotérique au XVIIIe siècle? Les gens vont dire, bon, bah d'accord, XIIIe siècle, c'est les cathédrales, c'est les croisades, il y a des Templiers, il y a des Cathars, etc. Bon, mais alors le XVIIIe siècle, eh bien, vous allez voir que c'est très, très ésotérique. Bon, curieusement. Hein. Alors, dans cette conférence-là, je vais vous donner un aperçu sur le siècle, parce que pourquoi on va parler de ce siècle-là en particulier, quelle a été l'évolution un peu historique, parce qu'avant de voir qu'est-ce qu'il y a d'ésotérique, qu'est-ce que c'est l'évolution au niveau politique, économique, etc. On va voir les grands courants de la pensée, donc ceux qui connaissent un petit peu d'histoire, ils savent que c'est le siècle de la philosophie des Lumières. Hein, donc c'est Voltaire, c'est Montesquieu, toutes ces idées-là, c'est l'encyclopédie, l'apparition hein, de ce livre qui a un succès immense. Et puis à la fin du siècle, bah, forcément on ne peut pas ignorer qu'en 1789, il y a eu la Révolution française. Hein. Et puis on va voir qu'il y a des doctrines ésotériques dans ce siècle-là et des courants très peu connus. Alors il y en a un qui est archi connu, hein, c'est la franc-maçonnerie. Elle est du XVIIIe siècle. Voilà. Bon, on va dire que ça, on connaît. Mais alors, les autres mouvements, on ne connaît pas du tout. Hein. Ah, il y en a des très curieux. Hein. Et puis, on verra quelques personnages qui ont illustré ce siècle-là, qu'on connaît de nom. Hein. Par exemple, Cagliostro. Mais on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait. Hein. Et puis, on verra à la fin ce qu'on peut conclure sur un siècle pareil et pourquoi j'ai mis ça dans le programme. Hein. Ah, voilà en gros hein, ce qu'on va pouvoir traiter. Donc quand on part du XVIIIe siècle, c'est un siècle particulier. Hein. Donc il y a eu tous les siècles du Moyen-Âge, XVIe siècle la Renaissance, bon c'est le renouveau, on change un peu tout, hein. On met fin au Moyen-Âge, beaucoup d'effervescence quand même. Hein. On révolutionne beaucoup de choses, et puis il y a les guerres de religion. Donc c'est un siècle terrible. Hein. La Saint-Barthélemy, tout ça c'est le XVIe siècle. Hein. C'est une horreur, hein. Toute l'Europe est en guerre, hein. Les catholiques contre les protestants. Ah, XVIIe siècle, ça se stabilise un petit peu, on appelle ça le grand siècle. En gros, c'est le siècle de Louis XIV, quasiment un roi de l'Europe, quasiment, par sa renommée, son importance, Versailles, etc. Grand siècle classique. Alors, très stable, mais très dur, hein. Parce que c'est plein de guerres aussi. L'absolutisme au maximum, le pouvoir de l'Église est au maximum, etc. Et alors, 18e siècle, je dirais, on respire un petit peu après Louis XIV. On va dire, on va prendre de l'air un petit peu. Donc, l'économie se développe, l'esprit, il se met à batifoler un petit peu, puis les mœurs deviennent un peu plus légères, parce que, bon, en du temps de Louis XIV, la règle. Donc on est dans ce siècle-là qu'on va appeler siècle du libertinage, bon, dans la littérature et dans l'histoire. Vous allez voir un peu ce que recouvre ce mot hein, très, très particulier. Hein, donc c'est un siècle comme un petit peu à part. 19e siècle, vous savez ce que c'est la révolution industrielle. Donc là, c'est priorité à l'économie, aux idées républicaines. Au XXe siècle, on n'en parle pas, c'est une horreur, on en a parlé dans d'autres conférences. Hein. Donc, XVIIIe siècle, un siècle particulier, puis déjà, le nombre, 18, c'est le nombre de la Lune. Alors, pourquoi? Parce qu'on adapte les siècles aux lames de tarot. Donc, la 18e lame de tarot, c'est la lame de la Lune. Et qui dit la Lune, pour ceux qui connaissent l'astrologie, eh bien, c'est tout ce qui est psychique, rêve, changement, etc. Hein, tous les aspects lunaires. Et aussi, l'astre de la nuit, les ténèbres, etc. etc. Hein. Donc, un monde très, 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 très particulier. Hein. Et aussi, 18, le nombre en lui-même, c'est 6, 6, 6. Ah bon. Ça commence mal.
Bon, parce que, bon, alors vous savez que bon, le nombre de la bête est 666, et en ésotérisme, on calcule les années. Donc vous avez des années 17, des années 19, des années 15, et alors les années 18 sont toujours très très spéciales. Alors, ou un siècle, ou une année. Hein. Quand vous avez l'année 1917, c'est une année 18. Quand, on additionne les chiffres de la date. Hein. Donc 17, bon, il s'est passé la révolution russe, il s'est passé l'intervention américaine en Europe, il s'est passé Fatima. Alors c'est pas toujours négatif, mais il se passe plein de choses. Une autre année 18 au passage, parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, 1944. C'est quand même pas n'importe quelle année, 1944. Hein, on fait 1 plus 9 plus 2 fois 4. Alors on dit, bon, il y a déjà quelque chose de très particulier. Alors, d'un point de vue évolution, qu'est-ce qui s'est passé ce siècle-là, une fois Louis XIV décédé en 1715? Eh bien, il y a eu une ouverture. Bon, en gros, les autorités ont laissé un peu plus de liberté de la presse, un peu plus les écrivains s'exprimer, le fameux Beaumarchais qui a fait le mariage de Figaro, etc., qui était très critique vis-à-vis de l'autorité royale, eh bien, pouvait jouer. On disait au roi, vous acceptez que ça se joue, je suis horreur de cette pièce, mais elle était jouée quand même. Et plus ça ne plaisait pas au roi, plus les gens y allaient. Et plus c'était applaudi. Donc vous voyez déjà l'ambiance très particulière. Puis vous aviez Voltaire, des tas de pamphlétaires de toutes sortes, etc. Alors, l'Église combattait un petit peu de ces tendances, l'autorité royale combattait un petit peu ces tendances, mais disons que l'expression se faisait quand même. Alors, soit on faisait imprimer les livres à l'étranger, c'est-à-dire en Italie, en Hollande, etc., puis ça revenait, soit on les imprimait, c'est un grand développement de l'imprimerie, on les imprimait clandestinement. Ils n'étaient pas autorisés, tout le monde pouvait les lire quand même. Hein. Alors, en économie, il y a eu un progrès, c'est-à-dire que ça s'est un peu développé quand même l'économie, sans que ça devienne très libéral, hein, comme ce sera au 19e siècle. Mais enfin, il y avait une évolution, donc un niveau de vie qui augmente. Il y a eu moins de famine, moins de misère dans ce siècle-là. Donc il y a eu ce qu'on appelle le progrès, un progrès au moins économique. Alors social, moins, il y a eu un pouvoir d'achat qui a un petit peu augmenté dans des classes moyennes, mais bon, le paysan restait le paysan, et puis disons que la majorité de la population n'a pas connu une richesse excessive. Hein. Mais en gros, ça allait mieux que les siècles d'avant, en clair. Hein. Alors, c'est pas ça qui a fait vraiment la réputation du siècle. Hein. Ce qui a fait la réputation du siècle, c'est l'évolution dans le domaine de la pensée. Il y a des tas et des tas de personnes qui sont mises à philosopher sur tout, à donner leur opinion sur tout, à écrire des choses sur tout. Il y a eu vraiment un bouillonnement des idées absolument incroyable, qui a été résumé dans ce qu'on appelle la philosophie des Lumières. Hein? Alors, dans les livres d'histoire et dans la littérature, tout le monde connaît. Hein. On dit c'est la philosophie des Lumières, il y a Montesquieu, il y a Diderot, il y a Voltaire et il y a Rousseau. C'est les grands philosophes de la philosophie des Lumières. Alors, il y a déjà un problème. C'est pourquoi mettre les Lumières au pluriel? Pourquoi philosophie des Lumières au pluriel? Parce qu'il y a la lumière, c'est la lumière divine ou la lumière solaire. Quand vous dites des lumières, c'est multiple. C'est quoi les lumières? C'est les lumières de la raison. C'est-à-dire que chacun va réfléchir, donner son opinion, discuter du coup, faire évoluer les choses par la confrontation et le débat, parce qu'on rentre dans, en gros, le débat. Et donc les lumières, c'est en gros de faire fonctionner la raison. Alors vous dites, ben, c'est très bien. Parce qu'avant, on ne pouvait pas trop s'exprimer, puis là, quand je dis tout le monde doit s'exprimer, le paysan ne s'exprime pas, l'ouvrier ne s'exprime pas, mais en gros, les classes moyennes, qui n'avaient pas le droit de parler avant, vont s'exprimer, donc il y a quelque chose qui progresse un petit peu au niveau des idées. Hein, mais voyez bien qu'il y a une régression, entre guillemets, on va vous dire que c'est un progrès, mais une régression, puisqu'on passe de la lumière divine, des révélations du ciel, à des lumières. On passe de l'un au multiple, en gros. Il y a une certaine décadence. Ah, c'est pas perçu comme ça, hein. C'est perçu comme un progrès à l'époque. Hein. Donc on est dans une situation de ce genre. Hein. Alors, quelle est
le maître mot de l'époque, de tout le XVIIIe siècle, c'est le mot progrès. Il faut vraiment prononcer le mot progrès, je ne sais pas combien de fois par jour, ou dans un discours, etc. On dit, bah, êtes-vous favorable au progrès? Sous-entendu, il y a une situation A antérieure et une B nouvelle, nettement meilleure. On va vers toujours de plus en plus quelque chose de mieux. Hein. Alors, les autres mots, c'est le mot liberté. Qu'est-ce que le mot liberté a été employé? Le mot égalité, un petit peu moins, mais on commençait à beaucoup parler d'égalité, hein, donc dans cette époque-là, que vous allez retrouver dans liberté, égalité, fraternité. Hein. Donc voilà un petit peu dans quel sens ça va. Hein. Alors, quand on parle de la philosophie des Lumières et des fameux philosophes, or il y en a beaucoup plus que ceux que j'ai cités. Hein. Vous avez Diderot, vous avez d'Holbach, vous avez tout un tas de scientifiques, etc. Donc il y a toujours l'idée que c'est lié à la science. Alors la science, depuis la Renaissance, progresse un petit peu. Donc dire, bon, ben, on évolue à chaque jour, alors pour l'époque, hein, quelques découvertes scientifiques. Et vous allez dire, mais ça c'est très bien. Parce qu'on va découvrir la vapeur, je ne sais pas, les montgolfières, voilà, tout un tas de choses nouvelles. Et on va dire, on voyait bien qu'il y a un progrès en chimie, etc. Hein. Donc ça évolue un petit peu, mais bon, toujours dans une idée, une arrière-pensée qui n'est pas dite. L'arrière-pensée qui n'est pas dite, c'est que c'est contre la religion. Alors pourquoi ? Parce que les scientifiques de l'époque ont essayé de prouver par des preuves réelles, visibles, par l'expérience, que ce que racontait la religion était bidon. C'est-à-dire jusqu'à temps qu'on fasse des découvertes scientifiques, l'Église disait que, on croyait, les théologiens, quand on a découvert telle chose, ce qu'on trouvait en astronomie, ce qu'on trouvait en chimie, je veux dire, ce qu'on raconte dans la Bible, vous savez, c'est plutôt de la superstition, parce que la science ne prouve pas ça, mais nous, en science, la pesanteur, le machin, la gravité, alors Newton, les travaux de Newton au XVIIe siècle, en physique, écoutez, on vous prouve que. Alors vous allez dire c'est bien beau, sauf qu'à un certain moment, il y a eu un développement de la science par rapport à la religion qui remettait en cause la religion. En gros, les croyances religieuses, hein, qui ne pouvaient pas être prouvées scientifiquement, et pour cause. Ce sont des croyances. Alors, on s'est mis à contester tous les miracles, tout Jésus-Christ, tout ce qu'a raconté l'Église, en disant, quelle preuve vous avez? Pas de preuve scientifique, forcément, c'est une croyance. Bon, on en était là. Hein. Alors, si on reprend les textes des philosophes de l'époque, on voit bien qu'il y a eu une arrière-pensée de lutter contre l'Église. Alors, ce n'était pas flagrant qu'on vivait dans le siècle. Hein. On le sent aujourd'hui par le recul. Alors, qu'est-ce qu'on entend par philosophe à l'époque? Parce qu'on se méprend aussi sur le terme philosophe. Hein. Alors, les philosophes de l'époque, c'est pas Platon, c'est pas Aristote, c'est pas des grands philosophes comme ça. Hein. C'est pas, Hegel, Kant, etc. Hein. Ce qu'on appelle philosophe au XVIIIe siècle, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les intellectuels. En gros, c'est les pensants de la société, c'est ceux qui donnent leur opinion un petit peu sur tout. Les intellos, quoi, en gros. Du milieu aujourd'hui qui serait médiatique. En gros, la référence aujourd'hui serait Bernard-Henri Lévy. On va dire, voilà, c'est l'homme de médias, c'est l'homme qui s'exprime sur un peu tout. Eh bien, à l'époque, et c'est vrai que ces philosophes-là, donnaient leur opinion sur la monarchie, l'Église, les codes de mille, social, le truc, tout plein d'expressions de ce genre. Hein. Donc, en gros, ça devrait être appelé l'intelligentsia. Hein. Et quand on disait à l'époque le parti philosophique, ça voulait dire le parti des intellos. Mais attention, ils étaient importants parce qu'ils faisaient un petit peu l'opinion publique. C'est d'ailleurs l'époque qui a vu la naissance d'une opinion publique. Alors ces philosophes, lançaient des idées. Bon, chacun la sienne. Hein. Diderot lançait pas les mêmes idées que Voltaire, qui lançait pas les mêmes idées que Rousseau. D'ailleurs, ils étaient très différents entre eux et se contestaient. Hein. Voltaire était plutôt partisan d'un régime libéral, Rousseau d'une démocratie, Montesquieu d'une monarchie constitutionnelle anglaise. Il n'y avait pas de rapport entre eux. Bon, mais qu'est-ce qui faisait leur unité? C'est qu'ils étaient l'intelligentsia de l'époque.
En gros, ceux qui donnaient le ton des idées, ceux qui diffusaient les idées. Et tellement les recouper, les additionner, les diffuser dans l'opinion publique, que toute l'opinion publique a fini par être acquis aux idées nouvelles. Et c'est bien ça, l'idée nouvelle, hein. Le renouveau, c'est les idées nouvelles. Très très bien, donc ça a démarré un petit peu comme ça le siècle. Alors, ça a progressé tout le siècle. 1730, 1740, c'était un petit peu faible. Or, 1780, on ne pouvait plus dire quelque chose sans référence à tel ou tel philosophe. Un tel a dit que, un tel a dit que, machin. Alors, comment ça se diffusait? Ce que je vais dire à l'époque, comme il n'y avait pas de télé, comme il n'y avait pas Internet, comment on faisait? Eh bien, figurez-vous qu'il y avait un moyen extraordinaire. C'était ce qu'on appelait les salons. Et toutes choses du même genre. En gros, il y avait des salons littéraires. Alors, il y avait des belles madames qui tenaient salon. Donc, on faisait un goûter, on faisait le thé, on faisait ceci. Puis, on invitait X, Y. Alors, on invitait le scientifique machin, on invitait le mathématicien Condorcet, on invitait l'écrivain truc, et puis on invitait l'académicien. Et tous se réunissant là, dans ces salons, discuter du coup, et bien entendu, s'échanger les idées, les diffuser. Le public qui était là écoutait, le répétait dans le salon d'à côté, parce que les gens passaient d'un salon à l'autre, etc. Quand c'était pas ça, c'était les académies, académie littéraire, académie des sciences, académie de ceci, académie de cela, et puis les loges maçonniques, les loges X et les loges Y. Eh bien, un franc-maçon qui était dans sa loge, il fréquentait aussi le café littéraire, machin, où il contactait l'écrivain de truc et le scientifique, machin. Et, en gros, c'était une constitution de réseau. Et tout se diffusait comme ça à travers le pays, plus les journaux qui ont commencé à se multiplier, plus les livres et plus les colporteurs. Parce qu'il y avait les colporteurs qui allaient de ville en ville pour vendre tout un tas d'objets, tout un tas de bricoles, et puis bien sûr, une fois arrêté la vente des objets, eh bien, au café du coin, raconter les nouvelles de Lyon, s'ils venaient de Lyon, mais à Clermont-Ferrand, raconter les nouvelles de Bordeaux à Nantes, et ça faisait tout le tour du pays. Et il y a eu soudain une sorte d'opinion publique française globale dans le pays, acquise aux idées nouvelles, la liberté, plus d'égalité, plus de justice, plus de tolérance, etc., avec quand même un point commun, qu'est-ce qui est mauvais? L'absolutisme royal et la dogmatique catholique. En gros, c'est ces deux choses-là qui empêchaient de vivre, qui empêchaient de s'exprimer, qui empêchaient tout, qui freinaient le progrès, ça irait 100 fois mieux si ça disparaissait. Et voilà comment ça a été lancé. Alors, avec quand même une réserve, c'est pas parce qu'il y a ce contexte que déjà dès 1720, dès 1730, on disait il faut faire la révolution. Ils n'y pensaient même pas, les philosophes en question. Ils voulaient en gros que les choses bougent, que les choses changent, qu'il y ait le changement. C'est la lune, c'est le changement. Comme aujourd'hui. Si vous n'avez pas prononcé le mot changement, c'est pas la peine de parler. Bon, il faut que ça change, il n'y a rien qui va. Alors, comme à l'époque, en plus, dans le contexte économique et social, il n'y avait rien qui allait, forcément, les philosophes avaient le beau jeu de trouver un exemple dans la société de choses qui n'y allaient pas. Par exemple, on avait un problème alimentaire dans telle région, alors qu'il y avait une surproduction dans telle autre région. Comme les transports à l'époque n'étaient pas brillants, puis qu'il fallait 36 autorisations pour faire le transfert de grains, le commerce n'en est pas. Bon, vous voyez, des choses comme ça. Et puis à chaque fois qu'on voulait faire quelque chose, il fallait l'autorisation du roi, qui, bien sûr, par X raison, disait c'est impossible. Machin, bon. On en était là, dans le contexte général. Alors bon, on ne va pas parler de la philosophie des Lumières très en détail parce que vous connaissez, parce que ça s'enseigne encore un peu à l'école. Parce que Voltaire, bon, tout un tas d'écrits. Je vous dis, Montesquieu, partisan, donc lui était contre l'absolutisme, mais bon, voulait pas une république, voulait une monarchie anglaise parce qu'il aimait bien l'Angleterre. Bon, vous voyez, alors Diderot, bon, les idées libérales, etc. Voltaire, Rousseau, vous connaissez Rousseau, beaucoup plus idéaliste que les autres. Alors, ces philosophes ayant
je dirais, une ligne directrice un peu différente, ben, se sont retrouvés après. C'est-à-dire dans la suite de l'histoire, ben, il y a eu les tendances Voltaire, les tendances Rousseau. Bon, par exemple, Robespierre, c'est un admirateur de Rousseau. Il est plus Rousseau que Voltaire. Donc, Voltaire donc, a eu un rôle très très important dans ce siècle-là. C'était quasiment le philosophe le plus connu. Hein. Alors, une mention particulière pour Diderot, parce que tous ces philosophes qui étaient un petit peu différents ont trouvé un point commun d'expression. Et le point commun d'expression, c'est l'encyclopédie. Alors, vous avez tous entendu parler de l'encyclopédie. Ah, c'est un chef-d'œuvre parce qu'on a voulu à l'époque, enfin, les dirigeants, le rédacteur en chef, c'est Diderot. Et d'Alembert, c'est son adjoint, après ils se sont fâchés, bon je passe, a voulu mettre toutes les connaissances de l'époque dans un grand livre, et ça s'est appelé l'encyclopédie. Alors c'est un nombre, je crois, de 17 volumes, etc., qui a eu un succès fou. Hein. Dans les fameux salons, on lisait des passages de l'encyclopédie qu'il avait, alors on ne pouvait pas diffuser les livres comme aujourd'hui, enfin qui en avait un exemplaire, c'est à ça que ça servait le fameux salon littéraire, à faire de la lecture publique. Un jour, on lisait un passage des liaisons dangereuses de Laclos, un jour, on lisait X, un jour, on lisait Y, on lisait un pamphlet de Voltaire, etc. On lisait des passages d'encyclopédie. Alors, caractéristique extraordinaire de ces volumes, très nombreux, c'était d'avoir des planches de dessin. Et c'est la première fois qu'on a vu des dessins d'objets, d'outils, d'appareils. Ah, par exemple, je sais pas, une montgolfière, un moulin, une meule de moulin, des tas de choses, des aspects très techniques dont les gens entendaient parler, mais ils ne voyaient jamais parler devant l'objet où ils habitaient, les choses en question. Et comment fonctionnait telle machine, etc. Alors, les dessins sont très beaux, etc. C'est un succès absolument fou. Hein. Donc, et alors, ce Diderot, il n'a pas écrit 17 volumes tout seul, il a demandé à X d'écrire le chapitre tel truc, Voltaire a écrit tel chapitre, machin qui est tel truc, Condorcet qui est un truc sur les mathématiques, un autre sur l'histoire, un autre sur ceci, cela. Et tout y est passé, on avait un peu ce qu'on appelle aujourd'hui une encyclopédie. Pas tout à fait pareil. Hein. Aujourd'hui, on essaie de doser un peu les articles. À l'époque, il y avait des articles de 4 pages, puis d'autres de 5 lignes. Bon, parce que comme on faisait appel à des gens totalement différents, bon, c'était très très différent. L'interne aussi. Même les gens étaient très contents. Particularité de cette encyclopédie, elle était très à la mode, c'était toujours défense de la liberté, du progrès, de la science, etc. Bon, pas forcément anti-religieux, mais pas loin. Et de dire quand même le sens du progrès, on va dans le sens du progrès, mais un progrès matériel et technique. Parce que dedans, il n'y a pas de progrès moral, il n'y a pas de progrès spirituel. Je ne sais pas ce que c'est. Ça vous donne déjà le ton de ce qui allait se passer pour ceux qui faisaient l'opinion publique française, comme la France donnait le ton à l'Europe, européenne, à l'époque. Alors vous voyez que c'est très très curieux comme situation. Hein. Bon, en gros, c'était assez matérialiste. Par exemple, le baron d'Holbach, qui a participé à l'encyclopédie, qui était très connu parmi les philosophes, est un matérialiste fini. Hein. Bon, lui, quasiment athée, quasiment tout ça, donc contestataire de la religion. Alors, quelques mots sur le fameux Diderot, parce qu'on dit bah, Diderot, c'est un personnage extraordinaire. Et dans l'histoire, il est très, très encensé, hein, dans les livres d'histoire de l'école. Hein. En fait, c'est un personnage un petit peu bizarre. Bon, il a écrit un livre qui s'appelle La religieuse, dont on a fait un film là-dessus, qui a eu une cote phénoménale, hein, parce qu'Anna Karina, très belle actrice, a fait La religieuse en question. Donc il est parti d'une idée, bah, c'est anti-religieux, est parti de l'idée que les moniales qui étaient dans les couvents y étaient contraintes et forcées. Parce qu'il y a eu une affaire à cette époque-là, d'une religieuse qui a renoncé à ses vœux et qui a intenté un procès parce qu'elle aurait été mise au couvent contre son gré. Bon, donc il y a eu un procès. Diderot s'est basé là-dessus pour enjoliver un petit peu la chose, comme quoi elle aurait été un petit peu pressée, un petit peu martyrisée, un petit peu ceci, puis un petit peu cela. Puis alors les enquêtes qui ont été faites après ont montré qu'il n'y avait pas beaucoup de religieuses dans ce cas. Donc il a pris, alors, vous voyez déjà la tendance un petit peu
bizarre, hein, de prendre un exemple réel, poussé au maximum et qui a été prouvé après faux. Parce que la fille, en plus, a perdu son procès, a été réintégrée dans son couvent et il a fini sa vie normalement. Bon, alors ça paraît quand même un peu bizarre hein, comme chose. Fameux Diderot est allé à la cour de Russie voir Catherine II. Alors, les souverains de l'époque, sauf notre souverain absolutiste en France, mais les souverains aux Pays-Bas, en Prusse, etc., en Russie, se piquaient de philosophie des Lumières. Ils aimaient bien. On dit Voltaire est allé voir Frédéric de Prusse. Ah oui, oui, le roi de Norvège. Et ces souverains se piquaient de philosophie. Ils n'appliquaient rien à leur peuple. Là. Disait Voltaire, c'est très bien. La population, Catherine II, oh, c'est souveraine complètement absolutiste. Hein. Mais bon, etc. Alors l'anecdote, c'est que Diderot lui a vendu sa bibliothèque. A vendu une bibliothèque de centaines de livres pour une somme faramineuse en euros aujourd'hui, avec la jouissance jusqu'à sa mort de la bibliothèque en question. C'est-à-dire que Diderot la conservait jusqu'à sa mort et l'offrait, parti à la cour de Russie. Hein. Oui. Alors, extraordinaire. Bon, c'est dire l'intérêt pour la philosophie française, la littérature française, etc. Et puis que Diderot est devenu colossalement riche. Mais il passe dans les livres d'histoire pour le champion des pauvres malheureux qui vont devoir faire une révolution contre Louis XVI parce que vous comprenez qu'on est exploité. Ce qui est vrai hein, pour les paysans et tout ce qui s'en suit. Hein. Mais c'est pour vous donner le contexte. Alors, ça paraît toujours surprenant en disant, mais alors, il y a un progrès, il y a des choses qui sont nouvelles, il y a une effervescence, il y a plein de liberté d'expression. Pourquoi ça pourrait être négatif? Parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose de très particulier qui est comme une tendance à vouloir atteindre un but particulier, hein, qui n'est pas dit hein, pour l'opinion publique, comme on dit. Hein. Etc. Donc on en est là, on peut multiplier les exemples, on ne va pas trop parler là-dessus, mais le fameux Beaumarchais, quand il écrit le Babillet de Séville, quand il écrit le Mariage de Figaro, eh bien c'est des attaques contre la monarchie, contre la cour, etc. On n'attaque pas directement le roi, parce qu'il est encore bien vu à l'époque, puis on n'ose pas faire tout pour se retrouver à la Bastille quand même, donc on attaque des collatéraux. On attaque le ministre machin, on attaque le financier de truc, on attaque Marie-Antoinette. Alors forcément, on déguise son nom, mais on sait bien que le personnage féminin dans le texte, c'est Marie-Antoinette. Comme ça, on sabre un petit peu les choses. Alors, bon, il y a une certaine ambiance de genre là. Alors, surtout après 1750, au début du siècle, ça ne s'est pas tellement vu, mais après 1750, 1760, jusqu'à la fameuse affaire du collier de la reine, qui a été un truc politique absolument hallucinant, qui a coulé quasiment la cour. Bon, on ne raconte pas aujourd'hui, c'est trop long et trop compliqué. Alors, ça, c'est pas tellement ésotérique. Parce qu'on dit, on a lu Voltaire, hein. On a lu Montesquieu, on ne voit pas ce qu'il y a d'ésotérique chez Montesquieu. Mais il y a un ésotérisme très très important à l'époque. Hein. Alors, forcément, ça commençait avant la Renaissance, il y avait déjà des alchimistes, des kabbalistes, etc. Bon, on continue. Hein. Bon, vous avez par exemple à Lille un groupe qui s'appelle les Philalètes. C'est des alchimistes qui poursuivent l'œuvre alchimique d'Irénée Philalète du siècle d'avant, hein, etc. Alors, il va y avoir plusieurs courants. Très particulier de ce XVIIIe siècle, qu'on connaît presque plus aujourd'hui. Vous avez un courant qui va s'appeler les Illuminés d'Avignon. Bon, vous avez un courant qui est magico-érotique. Alors ça a beaucoup intéressé, le magico-érotique. Vous avez donc un courant qui s'appelle le martinisme, martinésisme et martinisme. Et vous avez le gros morceau, c'est la franc-maçonnerie. Avec plusieurs obédiences, et là, l'histoire de la franc-maçonnerie, bien, comme ça a commencé en 1717, c'est très particulier comme histoire. Hein. Alors, les premiers sont les Illuminés d'Avignon. Alors, eux, ils portent dans leur nom le terme d'illuminé. C'est pour ça que la conférence s'appelle l'illuminisme du XVIIIe siècle. Alors,
ne faut pas entendre le mot illuminé au sens d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on dit un tel, c'est un illuminé, ben, c'est un détraqué, c'est un barjot, c'est un gars qui rêve plein de choses bizarres. À l'époque, c'était qui est sur la voie de l'illumination. Et on n'hésitait pas à s'appeler illuminé ou ordre des illuminés de ceci, ordre des illuminés de cela. Là, le fameux Dom Pernetti, eh bien, a fondé les illuminés d'Avignon. Alors, ce Dom Pernetti est un ancien moine, je crois, bénédictin, renonçant aux ordres, se lançant dans la chimie, dans la cabale, etc., fondant un groupe à Avignon pour faire ses études en question, s'en allant ensuite en Allemagne fonder un autre groupe et revenant dans les années 1982 et autres, eh bien, à Avignon, d'où le nom Les Illuminés d'Avignon. Hein. Alors, ce personnage était un petit peu curieux. Qu'est-ce qu'il faisait dans ce groupe? Invoquer les esprits, communiquer avec l'au-delà, faisait de l'alchimie, faisait des tas de choses de ce genre. Bon, assez intéressante, bien entendu, jusqu'en 89, où bien sûr ça a dû arrêter pour cause de révolution. Il a écrit un livre en 1787 qui s'appelle le dictionnaire mytho-hermétique, où il fait une synthèse un petit peu de toutes les mythologies et des sciences hermétiques et qui est très réputé. Hein. Donc c'est pas un personnage forcément farfelu, bon, c'est pas quelqu'un qui est très dans la tradition non plus, hein, parce que bon, on ne sait jamais trop ce qu'il faisait dans tous ces groupes en particulier, avec quand même quelques centaines d'adeptes. Hein, donc dans cette partie-là du pays, il y avait des petits groupes un petit peu à droite, à gauche, pas très nombreux. Hein. Alors, un autre mouvement très très spécial s'appelle le courant magico-érotique. Alors, que ça signifie eh bien, c'est que certains rituels de magie pour évoluer, bien sûr, spirituellement, étaient à base de pratiques sexuelles. Alors, c'est toujours très spécial de traiter de ce sujet, parce que ça a toujours existé dans les sociétés secrètes depuis l'Antiquité. Sauf que c'est tellement particulier qu'on ne le disait jamais. Parce qu'on disait, mais comment vous arrivez à l'illumination? On fait de la concentration, on fait des prières, on fait des rituels. Bon, ça s'arrêtait là. Utiliser la sexualité pour la chose, vous étiez arrêté tout de suite ou vous étiez fou. Ah bon. Alors, quand il y a eu l'Église toute puissante, on ne pouvait pas raconter de choses pareilles. Mais on a des preuves que si le rituel n'est pas magico-érotique, c'est comme s'il n'y en avait pas. Bon. Alors, forcément, c'était très caché. Parce que si la société secrète était découverte, si le gourou était arrêté et qu'on savait qu'il faisait ce genre de pratique, il était condamné systématiquement. Parce que l'opinion publique, bien sûr, hurlait au scandale, puis l'Église avait un argument massu de pratiques abominables. Alors que c'est tout aussi valable que des pratiques non sexuelles pour l'illumination. Hein. Mais ça ne peut pas se comprendre qu'on est dans le public. Bon, donc c'est caché, entre guillemets. Hein. Bon, parce que la preuve, on en a quelques échos. Donc, dans ce courant très très particulier, en fait, c'est l'idée que vous avez une force en vous qui est considérable, qui peut être utilisée au niveau physique, au niveau du cœur, au niveau psychique et au niveau spirituel. Hein? Donc, c'est ce qui est connu dans la tradition ésotérique de la force vitale appelée Kundalini et des chakras. Et vous dites, quand je n'ai pas éveillé ma force, elle est au niveau du chakra de base, au niveau des parties sexuelles, c'est à ce niveau-là que je m'exprime. Et puis, si je m'élève, eh bien, après, j'ai le chakra plexus solaire, j'ai le chakra du cœur, j'arrive au chakra coronal. Et puis, bien sûr, c'est la même force, mais qui est montée comme le mercure dans un thermomètre et qui s'exprime au niveau le plus haut, qui donne l'illumination. Alors, tout le problème est comment éveiller la force. Dite latente, endormie, au départ, eh bien, des pratiques X, des pratiques Y et des pratiques sexuelles. Et les pratiques sexuelles permettent beaucoup mieux de faire la montée de la Kundalini que des pratiques dites ascétiques. Alors, persuadé, vu le contexte de l'époque, la politique et l'Église, que ça sert à quelque chose, c'est pas vu comme ça. Hein.
Parce qu'en gros, ça veut dire on utilise la sexualité pour avoir un éveil spirituel. Bah, les gens, même aujourd'hui, vont répondre, ne croyez quand même pas qu'on va croire à des sornettes pareilles. Ben si. Bon, en gros, c'est une forme d'ascèse. Ce soi-disant tantrisme, on appelle ça le tantrisme, hein, dans le terme hindou, en fait, c'est une ascèse. Mais qui nécessite des pratiques physiques particulières pour déclencher un mouvement de chaleur, un mouvement d'excitation, un mouvement de ceci, et permettre à la force de se développer et de monter. Alors, c'est la question qu'on pose souvent dans ce genre de propos, mais enfin, à l'époque, le tantrisme, ça n'existait pas. Parce que c'est indien, et ça a été diffusé en Europe quand les Anglais, qui avaient colonisé l'Inde, avaient trouvé des gourous, des fakirs, des X, des Y, avaient entendu parler de cette doctrine, et la fameuse Madame Blavatsky de la Société théosophique avait diffusé ces idées en Europe. Mais là, on est un siècle avant. Il faut croire que c'était connu. Sauf que, bien sûr, on n'avait pas ce nom-là pour les pratiques. Mais c'était connu même au Moyen-Âge. Bon, alors d'où ça vient ? On pense que ça vient d'Égypte et de l'Inde, mais depuis l'Antiquité. Et les sociétés secrètes maintenaient la transmission de cette chose. Bon, alors vous voyez que c'est très très curieux comme chose. Alors bien sûr, c'est très difficile de faire comprendre aux gens que c'est une forme d'ascétisme de faire des pratiques sexuelles. Parce qu'il y a ascétique, c'est le but. C'est de dire, je veux que ma force arrive jusqu'au sommet du crâne, dans la glande pinéale. Je fais peut-être des pratiques qui sont bizarres à la base, mais c'est pour éveiller la force. Mais mon but n'est pas du tout de faire quelque chose de physique. Mais j'en ai besoin pour chauffer la Kundalini. C'est en gros que je veux dire serpent de feu. Ça veut tout dire. Hein. Donc ces pratiques existaient beaucoup dans certaines sociétés secrètes, pas tous. Hein. Pas toutes. Hein. Quand vous prenez certaines sociétés secrètes, sont très rigoureuses. On opte pour une voie dite ascétique. Hein. Alors là, on ne fait pas de pratique de ce genre. On est très rigoureux, on fait de la méditation, on fait des choses comme ça. Et donc ça existait. Alors comment on l'a su ? On l'a su par un écrivain particulier qui s'appelle Cassotte. Alors je ne sais pas si vous connaissez Cassotte. Jacques Cassotte. Alors, c'est à la fois quelqu'un qui s'est occupé de politique, quelqu'un qui vendait du champagne, c'est un négociant de champagne, et quelqu'un qui s'est préoccupé d'ésotérisme et qui était écrivain. Bon, donc ce Jacques Cassotte a écrit par exemple un livre qui était une parodie des Mille et une nuits. Bon, au début, hein, pour se lancer. Après, comme il fallait bien vivre et sa famille, comme il habite dans la Marne, avait donc des vignobles et une propriété de champagne et négociait le champagne auprès des princes, machin, à Paris, donc il connaissait plein de monde et très très connu. Voilà, il y a eu un certain succès littéraire. Après, il a écrit un livre qui s'appelle Ollier. Et Ollier, c'est un chevalier du Moyen-Âge. Et donc là, il a raconté les aventures aux croisades et un petit peu une sorte de quête du Graal pour ce chevalier qui existait, je crois, pour la table ronde, hein, le chevalier Ollier. Bon, alors dans l'histoire, puisque c'est un roman, hein, il y a sa femme qui elle trouve qu'il tarde à revenir et qui veut aller le retrouver et qui part, elle, vers le Moyen-Orient. Alors il y a tout son voyage et puis toutes ses aventures les plus mirobolantes que les unes que les autres, bien entendu, elle tombe toujours dans des traquenards les plus invraisemblables. Hein. Elle s'appelle Fleur de Myrte, la jeune fille, et au moment où elle va toujours succomber à des tas de choses abominables, paf, elle est sauvée. Alors c'est quand même extraordinaire comme roman. Hein. Vous allez dire qu'est-ce que ça a à voir avec ce qu'on traite là ? Eh bien c'est que dans le livre vous avez tout plein de secrets ésotériques. C'est-à-dire que ce personnage a essayé de mettre des messages d'ordre ésotérique dans le livre. Sous-entendu, plus ou moins humoristique, plus ou moins aventureux, plus ou moins ceci. Bon, en gros, c'est un livre, un message. Puis après coup, on s'est aperçu de quelque chose de très curieux. C'est que ce personnage n'était initié à rien. Alors en général, quand vous êtes initié et qu'après vous voulez communiquer le message, mais pas le dire ouvertement, vous écrivez un roman, puis vous mettez des allusions dedans qui disent que. Alors Arsène Lupin, machin, truc, Jules Verne sont des grands spécialistes de ce genre de trucs. Hein. Les romans sont à clé. Hein.
Alors là aussi, on s'est dit, mais comment il a pu expliquer tout ça dans la mesure où il n'initiait à rien? Alors, on a pensé que de droite à gauche, dans ces fameux salons, dans le contact avec machin, un tel qui est maître de loge, truc, machin, il y a eu des échos, des initiations, des principes ésotériques, il a fait une synthèse, il a tout mis dans le roman. Alors, ce qui est très curieux, c'est la suite. Parce qu'après, quand le roman a été publié, il y a des tas de gens qui sont venus le chercher pour qu'il rentre dans leur ordre. Donc, on est dans un cas spécial où on n'a pas fait partie d'un ordre pour diffuser des secrets, mais on diffusait les secrets avant de faire partie d'un ordre. C'est comme ça qu'à la suite, il rentrera dans l'ordre qui s'appelle les élus Goens. Et puis alors, vu le succès de la chose, qui est déjà extraordinaire, parce qu'écrire au XVIIIe siècle de la philosophie des Lumières, un roman de thème médiéval, c'est déjà très bizarre. Et bien ça a beaucoup plu. Et alors, lancé là-dedans, il a écrit un livre encore plus extraordinaire qui s'appelle Le Diable amoureux. Alors, c'est avec ce titre qu'il est connu. Le Diable amoureux. Ce livre existe vraiment. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez le trouver dans les librairies, ça n'existe plus. Hein. Rien que le titre, c'est déjà... Le Diable amoureux, c'est extraordinaire. Alors, ça raconte une histoire extraordinaire de l'ésotérisme. C'est les contacts entre des humains et des êtres d'une autre nature qu'humaine, mais pouvant faire un couple ensemble. Bon. Alors, on a déjà que les démons peuvent s'acoquiner avec des humains, les fameux succubes. Les démons femelles, les succubes et les incubes, les démons masculins, peuvent se lier à un humain. Alors, le contact n'est pas forcément physique, sauf si l'entité se matérialise, et au niveau des corps astraux. Bon, on en est là, hein, dans l'histoire. Et alors là, le diable amoureux, eh bien, le personnage qui est le héros du roman voit toujours apparaître des personnages divers. Et à la fin, une fameuse créature qui s'appelle Biondetta. Biondetta, c'est une splendeur inouïe comme femme, séductrice, etc. Forcément, il l'aime. Il y a un accouplement, et à un certain moment, on se rend compte que Biondetta est une démone. C'est pas un corps réel, c'est pas une femme de ce monde. C'est un personnage de l'au-delà, et purement et simplement à la fin, quand les masques tombent, c'est le diable. Le diable se révèle lui-même, à la place de la très belle jeune fille, vous avez un être hideux avec une tête de chameau. C'est le diable lui-même qui a piégé ce pauvre malheureux. Et alors là, dans le roman, il se passe une chose extraordinaire, c'est que la mère du héros fait tout pour le remettre dans le bon chemin. Et fait un tas de rituels pour qu'il échappe à l'emprise de l'entité. En gros, c'est une entité qui s'est emparée d'un humain, comme on le croyait à l'époque. Alors ça, c'était très répandu dans certains courants ésotériques, surtout chez les Rose-Croix, qu'on pouvait avoir relation avec des êtres d'une nature différente de l'humain. Et le siècle d'avant, il y avait déjà eu tout des tas d'affaires de ce genre. Et quand on révélait ça, quand dans des romans, on expliquait que ce contact pouvait avoir lieu et comment on le faisait, comment on contactait l'entité, comment le lien pouvait se faire, bon, le type qui écrivait ça, il était liquidé. Alors là, c'est pas arrivé. Hein. Alors, ce Cazotte avait une façon très particulière d'écrire. C'est qu'il concluait jamais par quelque chose de définitif. Il laissait le lecteur choisir plusieurs versions. C'est-à-dire qu'à la fin, il disait, imaginons que se soit passé ceci, imaginons que, comment s'est-il l'histoire, il ne concluait pas lui-même. Et alors, ce livre-là a eu un succès absolument considérable. Hein. Donc, il a été très connu par ce genre de choses. Donc, il était invité dans les salons, et patati patata, et bien sûr, contacté tout un tas de célébrités de l'époque. Et alors, ce monsieur avait aussi un don de prophétie. C'est-à-dire que, il pouvait renseigner les gens qu'il voyait sur ce qu'ils vivaient, sur leur avenir, etc., etc. Alors bon, ça donnait lieu à des résultats assez particuliers que vous allez voir après, par un texte que je vais vous lire. Hein. Et alors, bon, vous voyez, ce courant, appelé magico-érotique, c'est très spécial. Hein. Alors, vous allez aussi avoir dans le contexte un peintre et un poète, un écrivain qui s'appelle William Black.
Alors, William Black a fait des dessins très très particuliers, et il était aussi dans une vision totalement hétérodoxe des choses, hein, très, très porté sur les choses érotiques aussi, mais spiritualisé. Hein. Et alors, cet artiste est totalement hors norme. On ne peut pas classer sa peinture dans aucune école. Bon, parce qu'il a un style très particulier, puis il refusait des choses toutes petites. De la taille d'une carte postale, une illustration dans un livre, format livre de poche, donc c'est pour les tableaux de Delacroix qui font 5 mètres sur 3. Hein. Bon, c'est des tout petites choses, à colorer d'une façon très très spéciale, et en général accompagnées de textes, de poésie, etc., donnant une vision qu'on appelle du christianisme ésotérique. C'est-à-dire, lui, il n'est pas tendance maçonnique, il était contre d'ailleurs. Alors, vous allez voir un petit peu ce que donnent ces dessins, et dans le document que j'ai fait tirer, alors si je le retrouve, a toujours un problème avec ces choses-là. Alors ça, alors, parce que ça vaut le coup d'être vu, parce que c'est pas courant du tout. Vous voyez, ça se présente comme ça. Voilà, alors beaucoup de choses avec des courbes. Alors, ce qu'il aimait, c'est de dire il faut que le trait soit régulier. On ne peut pas faire ce que fait Léonard de Vinci, c'est-à-dire une sorte de passage de l'ombre à la lumière avec tout plein de pointillés, qu'il n'y a pas une ligne bien nette entre une partie et une autre. Il faut vraiment les contours, traits, et les personnages sont faits comme ça. Alors, très longs, alors tout plein de courbes, tout plein d'arabesques. Là, on est au paradis, hein. Vous avez Adam et Ève, hein. Vous voyez comment elles sont faites. L'arbre du bien et du mal avec le serpent. Bon, l'ange Raphaël, alors vous voyez comment il fait l'ange Raphaël. Avec les ailes qui sont jointes comme ça, en forme d'amande. William Black, c'est ça. C'est très très particulier. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà vu, donc c'est vraiment... Voilà la preuve de l'érotisme induit. Ah, vous retrouvez les corps très bien proportionnés, longs. Oh, vous voyez les jambes. Ah, fameux, un serpent, etc. Toujours le couple primordial, tout plein de spirales, d'arabesques. Tous les dessins sont comme ça. Si vous avez un jour un livre de William Black, alors ça ne court pas les rues. Je vous dis, quand vous voyez ça, vous cherchez désespérément la reproduction. Hein. Il n'y a jamais d'exposition sur William Black. Alors, les grandes amatrices d'art et de peinture, hein, là, si on faisait ça aujourd'hui, ça aurait la cote. Bon, on n'a pas, hein, aujourd'hui. Alors, justement, sur ce sujet, vous allez prendre le document que j'ai fait tirer. Alors, on va refaire un petit peu le récapitulatif de cette première partie où il y a Dom Pernetti et où il y a Cazotte. Donc, et après, vous verrez William Black. Alors, si on revient à Dom Pernetti, pardon. Alors, dans ces rituels, puisque je vous ai dit qu'il contactait l'au-delà, qu'il faisait des contacts avec un autre plan d'existence, il parlait toujours de la Sainte Parole. Qu'est-ce que vous faites dans vos rituels? On invoque la Sainte Parole. On ne sait pas trop ce que c'est. Lui, il dit que c'est la divinité, d'autres disent que c'est l'intelligence cosmique, et puis d'autres disent que c'est la première entité démoniaque qui passait. On n'a pas de preuve. Hein. Alors donc, toujours est-il qu'on invoquait la Sainte Parole dans les rituels. On posait une question à cette Sainte Parole, et sous forme d'une voix qu'on entendait, répondait. Bon. Et ils ont fait un recueil. Ah, peut-être pas tout, hein, mais quelquefois, ils ont pris le recueil des questions et réponses, et on a retrouvé à ce recueil. Bon, une toute petite partie. Hein. Et là, vous avez quelques extraits. Alors, vous allez voir, c'est très curieux, vous voyez. 10 février 1779, question de Pernetti. Il questionne la Sainte Parole. Hein. Je demande à la Sainte Parole si les deux cahiers que j'ai devant moi, dont l'un Flamel et l'autre l'auteur attribué à Marc Daucher, contiennent véritablement et sincèrement le procédé du grand œuvre.
En gros, j'ai 2 cahiers devant moi, un de Nicolas Flamel, un de Mardoché, qui prétendent donner le processus pour obtenir le grand œuf alchimique. Lequel des deux est vrai? Il pose la question un peu comme dans l'étape tournante, on dit, esprit, es-tu là? Est-ce que le numéro du loto c'est gagnant, c'est le 25 ou le 23? Et on attend la réponse de l'entité. Et alors la réponse c'est, ô toi qui m'interroges, écoute, et que ce soit pour la gloire de ton Dieu et pour ton bonheur, apprends à distinguer la lumière de l'obscurité. Un seul est vrai de toute vérité, l'autre fut et sera longtemps la ruine de tes semblables, et confondra leur espérance dans leur délire et leur vanité, dans leur folie, malheur à qui ose envelopper le mensonge du nom de l'Éternel. Bon, alors je ne sais pas ce que vous pensez de la réponse. La réponse n'en est pas une. Parce qu'en gros, il ne donne pas la réponse. En gros, la Sainte Parole ne dit pas, tu veux savoir si c'est Flamel qui a raison contre l'autre? Ah non. En gros, tu dois voir. En gros, la réponse n'existe pas. Bon, hein. Et à la fin, malheur à qui ose envelopper le mensonge du nom de l'Éternel. Bon, d'accord, mais lequel des deux livres est faux? Alors, voyez ce que vous devez penser de ce genre de truc. Alors, un autre, c'est un adepte de la secte, s'appelle de la Richardière. Vous voyez, 1785. Question, Sainte Parole, je vous supplie de me faire connaître pour mon instruction si l'ouvrage dont il a plu à mon Dieu de me donner la conduite est fait jusqu'à présent selon sa suprême volonté. En gros, il a écrit un livre et puis il demande si c'est bon et s'il peut continuer. Et alors, réponse, sois béni dans tes veilles, dans tes désirs et dans ton cœur, reste fidèle à ta pensée, car voici que la nuit vient appeler le jour où je serai béni sans toi, parce que tu es homme et dans ta chair, tes sens mesurent le prodige, ton œil veut voir et ne voit pas. Demande à ma parole si elle est vérité, et tu reposeras ton âme sur le bras qui garda ta vie, pour manifester en son temps l'accomplissement de ses promesses et l'étendue de son pouvoir. Entends, fils, l'héritage, entends, comprends et dis au tien, ce jour qui marche lentement et qui semble sans lumière et sans force se lèvera pour détruire ceux qui n'ont pas su attendre. Enfant d'obéissance, suis Adjadot, il te conduit, travaille encore pour qu'il assiste l'autre moitié de tes travaux. Adjadot étant une entité céleste assimilée à un ange qu'on invoquait, on invoquait Adjadot parmi d'autres anges. Alors, là, la Sainte Parole ne répond pas trop non plus. En gros, à la fin, on dit travaille encore, qui t'assiste pour l'autre moitié de tes travaux. Tu me demandes une opinion sur les travaux, je te dis qu'en gros, poursuis ton travail. Et un peu tout est comme ça. Donc, on s'est demandé si c'était vraiment réel ou farfelu comme société initiatique. Alors, forcément, c'est pas très réputé. Hein. En gros, c'est pas pris au sérieux par les grands initiés. Dans Pernetti, d'accord, il y a peut-être quelques connaissances. Il a des moyens quand même de contacter un autre plan d'existence par ses rituels. Mais visiblement, ça ne va pas très très haut. Alors il y en a des mieux, qui sont moins vasouillards, etc. Mais bon, voyez un peu ce que ça donne. Alors ensuite, vous avez le petit texte en dessous, mémoire de la harpe au sujet du don de prémonition de Jacques Cazotte. Dans une réunion de salon en 1788, il dit à des gens qui étaient là, vous, monsieur Chamfort, vous couperez les veines et vous vous rétablirez. Monsieur Condorcet aura moins de chance, il ne survivra pas à l'adoption du poison qu'il va s'administrer, et madame de Gramont sera conduite à l'échafaud, les mains liées derrière le dos. Le problème, c'est que les trois choses sont réalisées. C'est-à-dire, un, essayer de se suicider, c'est raté, puis a survécu. Condorcet, le mathématicien, quand il a vu les policiers venir l'arrêter pour le conduire à l'échafaud, s'est empoisonné, et est vraiment mort, empoisonnement. Et la comtesse de Gramont a été l'une des premières exécutées pendant la Terreur. À la fin, on ne l'invitait plus dans les salons. Hein. Parce que vous pouvez dire quelque chose sur les personnes qui sont là. Ah oui, il n'y allait plus à la fin. Hein. Parce qu'à la fin, il avait pris parti pour le roi. Quand il y a eu le procès du roi, ce gars-là qui faisait beaucoup dans l'ésotérisme, vous voyez, le diable amoureux, a trouvé que la révolution, ça allait être un immense massacre. Et il est revenu au christianisme. Il a été arrêté. Alors quand il a été arrêté,
au tribunal. Alors curieusement, le grand chef du tribunal, Fouquier-Tinville, voulait à tout prix savoir le secret des élus Cohens. Parce qu'il aurait été dans cet ordre qui s'appelle les élus Cohens, qu'il appelait la secte, Fouquier-Tinville, c'est une terreur, hein. C'est le grand chef du tribunal révolutionnaire. Cazotte n'a jamais parlé, et a été sauvé par sa fille. Sa fille est venue vociférer au tribunal pour libérer son pauvre père, qui était un brave homme, etc. Elle a été acquittée. Puis comme il était tranquille parce qu'il a été acquitté, il a quitté la Marne pour venir à Paris. À Paris, il a été repris après et passé à la guillotine. Bon, voyez, entre autres, hein, de tout ce qui se passe. Hein. Mais on en est dans l'époque. Je vous rappelle, c'est la période pré-révolutionnaire. Hein. Toute cette période, c'est 1770-1789. Hein. D'accord ? Alors, autre mouvement très très important, c'est le mouvement qu'on appelle martinésiste et martiniste. Alors, forcément, c'est un peu barbare comme nom. Alors, martinésiste. Et martinisme. Alors, d'où viennent ces noms? De deux personnages de l'époque. Un qui s'appelle Martinès de Pascali. Martinès de Pascali a fondé un ordre ésotérique qui s'appelle l'ordre des élus Cohens. Et ses adeptes font du martinésisme de Martinès de Pascali, qui est d'origine juive, espagnole ou portugaise, venu en France et qui a fondé un ordre initiatique. Son disciple, c'est le fameux Louis-Claude de Saint-Martin, qui aura beaucoup plus de succès, qui sera beaucoup plus connu que Martinès de Pascali. Louis-Claude de Saint-Martin fondera le martinisme de son nom. Très très important à cette époque-là et qui a continué jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a encore des martinistes qui suivent l'enseignement de Louis-Claude de Saint-Martin. Donc cet initié du XVIIIe siècle, qui se surnommait le philosophe inconnu. Il signait toujours ses écrits, le philosophe inconnu. Alors, à la fois parce qu'il était inconnu, parce qu'on ne connaissait pas beaucoup dans le public les philosophes, et il me disait que ça ne devait pas trop se diffuser, les connaissances qu'il avait, donc ça s'appelait philosophe inconnu, et d'autres l'appelaient théosophe inconnu. Alors que la théosophie du XIXe siècle, on appelait déjà théosophe certains initiés du XVIIIe siècle. Parce que c'est la sagesse de Dieu, le mot veut dire sagesse de Dieu. Hein. D'accord ? Alors, ce Martinès de Pascali, qu'est-ce qu'il avait comme doctrine? Il a synthétisé le christianisme, la Kabbale et la gnose. En gros, il a pris des éléments vraiment hétérodoxes. Hein. Un peu de christianisme, les parties les plus occultes, hein, la Kabbale, vous savez ce que c'est, avec la science des nombres, avec les noms, etc., des rituels magiques aussi, et la gnose. Donc lui, sa thèse, c'était que les humains étaient tombés dans la matière, que ce qu'on appelle la chute, pour un truc sexuel dans le paradis, un truc comme ça, c'est que les entités humaines étaient non matérielles à l'origine, créées par Dieu sans corps physique. Et que la chute, le drame, ça a été de chuter dans la matière et de revêtir un corps physique à l'intérieur desquels l'âme est prisonnière. Et qu'est-ce qu'elle peut faire, cette âme qui veut à tout prix retourner dans sa patrie d'origine, sortir du physique, du matériel, du corps, etc., et remonter. Et qu'est-ce que l'enseignement? C'est donner toutes les techniques possibles et imaginables pour retrouver une patrie totalement spirituelle et vivre à l'état X sans corps physique. Bon, alors forcément c'est pas pour moi à première vue, il y a tout un tas de rituels pour faire ça, sortir du corps, monter dans les sphères, cieux, 3, 7, tout ce qui s'ensuit. Hein, donc il y a une pratique à faire bien précise. Donc ce monsieur écrit un livre très important qui s'appelle Traité de réintégration des êtres. Traité de réintégration des êtres, ça veut dire, en gros, comment on fait pour retrouver sa nature spirituelle d'origine, non physique. Alors, ce livre n'était pas diffusé à l'époque, il était uniquement réservé aux adeptes de l'ordre, qui s'appelle l'ordre des élus Cohens. Cohens, ça veut dire grand prêtre. Bon, c'est un terme hébreu. Hein.
En gros, le Cohen, c'est le prêtre à Jérusalem. Donc les grands prêtres et les élus Cohen, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les prêtres élus. C'est-à-dire les élus, eux, qui suivent une voie initiatique permettant de retrouver l'état d'origine avant incarnation dans la matière. Bon, vous voyez que c'était très très curieux. Mais le livre est sorti quand même en 1899. C'est-à-dire à l'époque, des martinistes de l'époque ont sorti le livre. Alors, je l'ai déjà lu à une certaine époque, parce qu'il a été publié. Très difficile à lire. Hein. C'est écrit en un langage incompréhensible par le langage d'aujourd'hui. Mais bon, pareil, qu'il y a plein de secrets les plus extraordinaires qu'il y a là-dedans. Hein. Si un jour vous le trouvez, Traité de réintégration des êtres de Martinez de Pascali. Alors, son disciple est beaucoup plus connu et beaucoup plus facile d'accès. Louis-Claude de Saint-Martin. Hein. Alors bon, ce Louis-Claude de Saint-Martin va écrire tout plein de livres, faire aussi des rituels, etc. Et même tendance. Hein. En gros, christianisme, plus Kabbale, plus gnose, plus des moyens de contacter d'autres plans d'existence. Et alors lui, il est très très chrétien. C'est-à-dire il va toujours parler de prière, il faut faire beaucoup de prières, il faut être purifié avant la prière, il faut faire tant de jours de prière, tant de jours de jeûne avant la prière, pas manger de viande, pas boire ceci, pas manger de graisse, enfin, il y a tout un tas de rituels à faire. 3 jours avant, bien sûr, le contact, il faut absolument quasiment plus rien manger, boire que de l'eau, et puis vous faites le rituel. Alors, il y a plusieurs rituels. Il y a un rituel qui se fait chaque jour. Il y a un rituel qui se fait entre la nouvelle lune et le premier quartier de lune. Et un rituel très spécial qui se fait aux 2 équinoxes. Alors, on ne sait pas trop pourquoi. Donc, il y a tout un tas de conseils à faire. Hein. Vous faites telle chose, et telle chose. Les adeptes appliquent et tout ce qui s'ensuit. Et ils sont censés s'élever vers des sphères de plus en plus grandes, etc. Alors, lui, il a eu beaucoup plus de succès. Les élites de chercheurs en ésotérisme à l'époque ont beaucoup adhéré à cet ordre-là des élus Cohens, de fameux Louis-Claude de Saint-Martin. Alors il y en a eu beaucoup, hein, Cagliostro, machin, je ne sais pas qui voulait savoir ce que c'était. Hein. Alors, vous allez voir les textes, vous allez voir ce qu'il écrivait, alors c'est assez sympathique. Hein. Vous allez prendre ce texte-là. Alors, le texte paraît long, mais quand on le lit, ça va assez vite. Hein. Alors, il a écrit plusieurs livres hein, de tout ça. Un certain nombre. Alors, il y en a un qui est très connu, c'est celui dans le milieu. Un livre qui s'appelle L'homme de désir. Bon, alors, il existe, hein, vous pouvez le trouver. Dans une librairie ésotérique, vous le trouvez. Hein. L'homme de désir, attention, ce n'est pas l'homme de désir physique. Hein. C'est l'homme de désir du ciel où il y a la sphère où les âmes sont réintégrées. C'est en ce sens-là qu'il faut attendre parce que le gars est quand même très dans la spiritualité. Alors, à côté, le texte sur la gauche est très très curieux parce que ça, il est totalement inconnu. C'est des carnets qu'on a retrouvés dans des archives où il aurait pris des notes sur son initiation. Parce que comme c'est l'élève de Martinez de Pascali, quand il a suivi sa formation, il a pris des notes. Et on a retrouvé, alors les notes, il y en a, alors c'est sous forme d'aphorismes, de sentences, de réflexions, et il y en a pratiquement 800. Écrits sous la forme d'une à 2 lignes, comme vous voyez là, alors vous en avez quelques-uns hein, pour l'abréger de la chose. Là, vous allez voir ce qu'il écrivait, c'est assez sérieux, il faut bien le dire, vous voyez. L'épée de l'homme, c'est sa parole. Bon, rien ne rend l'âme tiède comme la prospérité dans la matière. Sous-entendu, quand vous êtes dans la matière, votre âme ne s'élève pas beaucoup parce que vous pensez aux richesses, au succès, au triomphe dans votre vie de tous les jours. Il ne faut jamais dire l'autre vie, car il n'y en a qu'une. La vie est éternelle, à un moment on est incarné sur Terre, à un moment on est incarné à tel endroit, et puis on fait les passages entre les différents plans. Donc on a fait une seule et unique vie. Alors peut-être pas dans un corps et peut-être pas dans le même corps, mais toujours le même esprit qui voyage. Éternel, bien entendu. Alors, tâche dans toutes les circonstances de ta vie d'être plus grand que ce que tu fais. À 57, ce n'est pas parmi les hommes que l'homme doit chercher son meilleur ami. Bon, c'est à peu près certain, parce que quand on voit le niveau de trahison qu'il y a tous les jours, bon, la mort corporelle de l'homme est sa seconde naissance.
vous voyez, ça recoupe un petit peu le fait qu'on passe sur un autre plan. Ô combien est grand l'homme qui est humble et simple. Alors ensuite, purge ton corps et ensuite présente-toi à la prière. Le reste ira tout seul, c'est là tout le secret. Et tiens-toi sur tes gardes le lendemain d'un jour heureux. Parce que bien sûr, un jour heureux peut être suivi d'un deuxième jour heureux, puis après vous avez 3-4 jours de malheur. Donc bon, on ne peut jamais pavoiser trop longtemps sur ce plan d'existence, comme vous savez. Bon, ben ça, dire qu'il ne faut pas être initié pour le savoir, mais enfin, c'est peut-être bien de le rappeler. Voilà. Alors, la science n'est que l'échafaud, la piété est l'édifice. Alors, la science, c'est bien, mais si vous n'avez pas la foi, la croyance qui va avec, vous n'irez pas loin. L'âme est dépositaire du mouvement, comment pourrait-elle périr? C'est-à-dire que le corps est statique, l'âme est mouvement, puisque ça vient de anima, qui veut dire mouvement, et ben l'âme, elle est mobile, et, bon, et ne se décompose pas comme un corps. Vous voyez? Alors, l'esprit nous veut tant de bien qu'il s'accommode même au mal que nous lui faisons. Ce n'est pas la matière qu'il faut nettoyer, car elle est sale partout par rapport à l'esprit qui doit la percer, et c'est le prisonnier qu'il faut tenir net, et alors la matière n'est plus un obstacle. Le prisonnier, c'est votre âme à l'intérieur d'un corps qui essaie de se libérer, c'est les thèses gnostiques, ça. Hein. Après la mort, si tu as été sage, tu verras mieux qu'à présent ce qui se passe dans les deux mondes, celui-ci et l'autre de l'autre côté. Si tu ne l'as pas été, tu ne feras que le sentir et tu ne verras rien. Dans les êtres apparents, il ne peut rester aucune impression d'action des êtres vrais. Voilà pourquoi les ténèbres ne peuvent jamais comprendre la lumière. Si tu veux n'avoir jamais d'orgueil, songe toujours à ce qu'il t'en coûte pour avoir quelque chose, et il y aura de quoi t'humilier. Alors en gros, c'est vrai aussi que ceux qui réussissent quelque chose et qui après peuvent pavoiser, ils ont tellement sacrifié pour arriver au sommet que bien sûr, on dirait presque que ça ne vaut pas la chandelle parce qu'on a fait 10 fois plus de sacrifices que quelqu'un d'autre pour obtenir quelque chose. Hein. Bon, pensez à nos hommes politiques qui garroient pendant 30, 40, 50 ans avant d'avoir un poste très très élevé. La somme des revers, des échecs, des sacrifices et de la réussite finale est telle, et encore pour 1, 3, 4, 10 qui réussissent, tous les autres passent à la trappe. Bon, on voit ce que ça signifie. La vraie manière d'expier ces fautes, c'est de les réparer. Et pour celles qui sont irréparables, de n'en être point découragé, parce qu'il y a des fautes qu'on a commises, on n'arrivera jamais à les compenser et à se faire pardonner. Donc bon, on fait avec, puis on essaie de faire pour le mieux par la suite. Tiens-toi prêt à répondre lorsqu'on t'appellera, car rarement le fera-t-on 2 fois. En gros, la divinité vous appelle à vous initier, ne peut pas dire on verra le mois prochain, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas libre. Ça ne se fait pas. Hein. Le mauvais séduit et enchante, le bon laisse le temps de la réflexion. Et il ne faut pas demander pourquoi les choses ne sont pas mieux. Le mieux est, mais nous n'y sommes pas. Alors, vous voyez, c'est quand même empreint de sagesse, les élus Cohen. Hein. Bon, alors, il y a des gens un peu farfelus comme Don Bernetti. Vous avez le fameux Casanova qui faisait tous les salons à l'époque, bien que franc-maçon, farfelu aussi un petit peu. Là, c'est Louis-Claude de Saint-Martin, quand même beaucoup plus sérieux. Hein. Alors, vous voyez dans le milieu, alors un extrait, fameux livre qui a des centaines de pages, L'homme de désir. Alors, 2 extraits. Je ne pouvais pas en faire plus que 2, hein, puis ça ne sert à rien. Sinon, vous les relèvez. Le premier, ça pourrait s'appeler De l'aumône. Alors, vous voyez, âme de l'homme, monte vers ton Dieu, par l'humilité et la pénitence, ce sont là les routes qui conduisent à l'amour et à la lumière. Tu redescendras ensuite, rempli de tendresse, pour tes frères. Vous ouvrez vos trésors pécuniaires aux pauvres. Mais songez-vous plus encore aux besoins de son esprit qu'à ceux de son enveloppe passagère. Son corps, hein, qui a besoin de manger. Désirez-vous par ses secours qu'il recouvre une partie de sa liberté et de son activité qui lui a été ôtée par la misère. Désirez-vous qu'il recouvre par cette liberté le moyen de louer plus facilement et plus constamment son Dieu et de s'enrichir par la prière. Voilà le vrai but de l'aumône. Voilà comment l'aumône peut avancer l'œuvre de Dieu. Dieu est esprit, il veut que tout ce que vous opérez soit spiritualisé. Si en faisant votre aumône, vous vous contentez de dire aux pauvres de prier pour vous, vous lui demandez plus que vous lui donnez,
et vous songez plus à vous qu'à lui. Et cependant, il est moins libre que vous pour se livrer à la prière. Spiritualisez vos œuvres, si vous voulez qu'elles soient en tout point selon la justice. Ah, vous voyez, il y a faire l'aumône et faire l'aumône. Donner une pièce à un mendiant, ça ne suffit pas. Ça ne peut pas être mécanique. Ça ne peut pas être, on me regarde, donc je mets un gros billet là quand vous savez, le plateau il passe à la messe. Je vais être bien vu, on verra que je suis bon. Ah non, parce qu'il n'y a pas de foi derrière, il n'y a rien, c'est vide, c'est un néant total. Vous voyez comment c'est interprété, comment c'est fait. C'est un peu de la grande sagesse. Hein. Alors après, sur les prophètes, ne doit-il pas paraître des prophètes d'erreur et de mensonges qui auront le pouvoir de séduire les élus même, sous-entendu à la fin des temps. Je les vois faire des œuvres merveilleuses, je les vois annoncer des événements qui arrivent, je les vois faire tomber le feu du ciel. Malheur au temps futur où le mensonge pourra si bien ressembler à la vérité. C'est notre époque. En tout temps, précautionnez-vous contre les imitateurs, c'est-à-dire ceux qui jouent aux prophètes et qui n'en sont pas. Depuis que l'homme a été vendu pour être assujetti au péché, le péché se sert de lui, aussi bien que la sagesse. Il faudra donc que l'homme creuse en lui-même pour y trouver de nouveaux signes. Le prophète est-il humble et doux? Prêche-t-il pour le règne de Dieu ou pour le sien? Montre-t-il par des larmes et des sanglots les élans de la charité? Est-il prêt à donner sa vie pour ses frères? Joint-il à ses vertus une doctrine sûre et à l'épreuve? Tournez-vous vers lui, suivez ses pas, attachez-vous à son esprit. La charité du cœur et la sûreté dans la doctrine sont des dons qui ne peuvent pas feindre. Fussiez-vous au milieu de la confusion et des ténèbres, un cercle lumineux vous environnera et vous en tiendra séparés. Vous voyez un petit peu comment on connaît un vrai prophète d'un faux. Un vrai prophète va parler bien sûr pour Dieu, le nouveau royaume, le retour de Christ, des choses comme ça. Puis un faux prophète veut dire si vous votez pour moi, c'est le bonheur demain matin. Bah, c'est tout. Alors sur la deuxième page, vous avez quelques images supplémentaires de celles que vous avez vues au tableau du fameux William Black. Alors attention, hein, 4 dessins parmi plusieurs centaines. Hein. Alors vous voyez comment c'est fait? C'est très très curieux, c'est coloré. Hein. C'est coloré dans les tons, en orange, beige, gris. C'est des couleurs très spéciales, hein. Ce n'est pas des couleurs très voyantes comme Rubens, etc. C'est très très particulier comme fond coloré. Alors, sur la gauche, là, voilà, c'est la plus célèbre. Hein. Dans tous les livres, on met cette image-là, ce qu'il appelle l'ancien des temps, qui est le créateur, hein, qui, au départ, Dieu géométrisa et donna des nombres pour créer l'univers. Alors, vous avez le fameux compas, vous voyez, ouvert à 90 degrés. C'est le créateur, hein, dans la sphère divine, alors, vous voyez, hein, et comment il mesure en bas les choses. En dessous, vous avez Saint-Michel qui enchaîne le dragon, ou Satan, c'est pareil. Alors, fait de drôle de façon, très enroulé comme une spirale, et on dirait le tarot. On dirait les deux virgules noires et blanches du Viking enlacées. Vous voyez la partie blanche, c'est Saint-Michel, et la partie noire, évidemment, c'est Satan, avec sa queue qui sort sur le côté droit, là, et puis Saint-Michel, parce qu'on dit à la fin des temps, Saint-Michel enchaînera le dragon, hein, et vous voyez la chaîne qui est sur l'épaule droite, et va ligoter le dragon avec. Alors en haut à droite, vous avez Hécate, la déesse des ténèbres, que vous avez dans le milieu, avec les animaux qui lui correspondent. Vous avez la chouette, bon, l'animal de la nuit, le reptile, vous avez une tête de reptile dans le milieu, le cheval. Alors, le cheval n'est pas particulièrement ténébreux, mais on considère en ésotérisme que le cheval conduit les âmes dans l'au-delà. C'est un animal qui véhicule les âmes sur l'autre plan. Bon, un livre de magie, un grimoire sur le côté, etc. Donc, il faisait des beaux dessins comme ça. Hein. Et alors en bas, l'image n'est pas à l'envers, hein. Elle est réellement faite dans ce sens-là, immortel plongeant dans les abysses de l'espace-temps créés par la philosophie matérialiste. Alors un mot qui n'est pas passé, hein, c'est philosophie matérialiste. Ben voilà, quand on est piégé par la philosophie matérialiste, eh bien, on chute. Comme au début de l'humanité. Et pris par le serpent, bien sûr, tentateur, etc. C'est la chute des anges rebelles et la chute des bons esprits s'ils se font piéger dans la matière,
quand il y a des philosophies matérialistes dominantes. Et alors c'était le cas au XVIIIe siècle. Parce que vous voyez, à part Louis-Claude de Saint-Martin, les philosophes, c'est une philosophie, une tendance matérialiste. Et donc lui, il réagissait contre, hein. Il n'était pas du tout dans la philosophie des Lumières, hein, mais en réaction contre. Hein. Donc il a fait des choses comme ça. Alors c'est très très curieux hein, comme personnage et comme expression. Hein. Bon, et ça fait partie de... Alors à l'époque, il était connu, hein, on va dire, mais pourquoi ce personnage aujourd'hui? Aujourd'hui, il est très peu connu, sauf par des gens qui aiment bien ce genre de peinture ésotérique, mais aujourd'hui, il est quasiment inconnu. Hein. Alors je ne sais pas si les personnes qui font beaucoup d'art, ils connaissent, oui, je pense. Hein. Alors, voyez un peu ce qu'on a vu. On a vu Dom Pernetti, on a vu les alchimistes, on a vu donc Martinez de Pascali et Louis-Claude de Saint-Martin. On va voir bien sûr le gros morceau qui est franc-maçonnerie. Hein. Alors, la franc-maçonnerie, on en a déjà parlé dans d'autres conférences. On ne va pas refaire toute l'histoire de la franc-maçonnerie, on ne va pas refaire tous les symboles, toutes les croyances, etc. On va voir un peu ce qui s'est passé au XVIIIe siècle. Hein. Alors, curieusement, c'est à ce siècle-là que la franc-maçonnerie moderne est connue, puisqu'elle s'est exprimée en 1717. Alors, vous voyez déjà la symbolique des nombres. 17 est un nombre sacré, c'est le nombre de l'étoile dans les tarots, c'est considéré comme un très bon nombre. Vous doublez le nombre en plus. On s'est déclaré, voilà, la Grande Loge d'Angleterre à Londres est officiellement installée en 1717, un 24 juin. 24 juin, donc vous êtes à la Saint-Jean d'été. La Saint-Jean d'été, c'est la Saint-Jean-Baptiste que tous les initiés vénèrent. Parce que Saint-Jean-Baptiste était un ascète, un mystique, et a baptisé le Christ. Et vous avez une Saint-Jean d'hiver, qui est le Saint-Jean de l'Évangile, qui est 24 décembre. Les deux Saint-Jean sont les deux solstices. Hein. Ça ne peut pas être dû au hasard. Bon, bien sûr, ça correspond au solstice solaire, à des positions astronomiques. Et les deux Saint-Jean ont été mis dans les fêtes à cette date-là, volontairement, même par l'Église. Et les francs-maçons adorent les deux Saint-Jean, mais tous les initiés. Hein. Sauf qu'une grande partie des initiés non maçonniques préfèrent le Saint-Jean d'hiver, Saint-Jean de l'Évangile, parce que l'Évangile de Saint-Jean est totalement ésotérique, et l'Apocalypse. Alors, Saint-Jean-Baptiste, mais les Templiers aimaient aussi beaucoup les deux Saint-Jean, hein, etc., etc. Donc, 1717, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, 4 groupes de francs-maçons à Londres ont décidé de se regrouper et de former la Grande Loge d'Angleterre. Et à partir de cette date-là, on rentre dans ce qu'on appelle le cycle de la franc-maçonnerie moderne. Bon, alors, ça existait avant. Parce que quand vous interrogez les francs-maçons, ils vont dire, mais nous, les compagnons bâtisseurs au Moyen-Âge, eh bien, c'était déjà des francs-maçons, c'était des maçons libres, appelés freemasons en Angleterre, qui ont déjà construit les cathédrales, les palais, les ponts, les routes, et c'était les constructeurs. Et ce qui est vrai. Hein. Donc il y avait des compagnons bâtisseurs au Moyen-Âge. Hein. Mais ils vont plus loin. Hein. Ils racontent que l'origine, c'est le temple de Salomon. L'architecte du temple de Salomon, Hiram, à Jérusalem, en 950 avant Jésus-Christ. Hein. Puis il y en a qui remontent encore plus loin. Ils disent que le premier franc-maçon, finalement, c'est Adam. Et après, Tubal-Caïn, parce que Tubal-Caïn, c'est un descendant d'Adam, a créé les premières villes et a forgé les métaux. Donc quand vous construisez des villes et forgez des métaux, vous êtes dans la construction. Donc il remonte jusque-là. Mon Dieu, mais chose est très mythique, on ne peut pas vous croire. Par contre, les compagnons bâtisseurs, pour les chantiers des cathédrales au Moyen-Âge, vous êtes obligés. Ah, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait 1717? Alors, il s'est passé qu'à un moment, les corporations de métiers sont tombées en désuétude. C'est-à-dire compagnons des cordonniers, des tisserands, des forgeurs de cloches, tout ce qui s'ensuit, c'est plus ou moins tombé en désuétude parce que, en gros, il y a des métiers qui se perdaient. Et puis le système des corporations pour gérer les métiers, au XVIIIe siècle, c'est commencé à exploser de toutes parts. La seule qui continuait à avoir encore un peu d'intérêt, c'était les compagnons bâtisseurs. Sauf que c'était mal en point aussi. Alors à un moment, on s'est posé la question, que faire pour ne pas disparaître?
eh bien, ça a été de s'ouvrir à des non-maçons. C'est-à-dire, on a essayé de contacter les élites locales. Alors, machin, c'est un négociant, machin, c'est un avocat. Alors, c'est ces professions-là. Hein. C'est comme aujourd'hui dans la franc-maçonnerie. Hein. C'est une certaine élite de culture et de profession libérale. À l'époque aussi. Hein. Donc, on les a intégrés avec d'autres qui étaient dans la tradition de l'architecture, des secrets de proportions géométriques, tout ça pour construire. Et donc, ces gens étaient intégrés. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait beaucoup plus de ce genre-là que de maçons d'origine. Et forcément, comment discuter de maçonnerie, de construction, quand on ne fait plus de construction, parce qu'on ne construit plus de cathédrales, on ne construit plus de palais des rois, on construit plus Versailles, il y a longtemps qu'on ne fait plus de suite au palais de Versailles, etc. On habite des choses conservées d'avant, mais on ne crée plus vraiment beaucoup de choses nouvelles. Eh bien, on s'est mis à discuter du coup. Alors, qu'est-ce que c'est que discuter du coup? Bien, on a plutôt fait de la philosophie que de la construction. Et à force de philosopher, eh bien, de réfléchir sur le monde, on s'est aperçu que le monde n'était pas bon et qu'il fallait le changer. Et donc, on s'est dit, alors, bien sûr, tout le XVIIIe siècle, il fallait absolument changer ce monde. Il était trop dogmatique. L'Église, avec ses théologiens, c'était trop dogmatique, donc il n'y avait pas de liberté d'expression. On retrouve la philosophie des Lumières. Ça vient à la franc-maçonnerie, hein, les Lumières, liberté d'expression. L'Église contrôle tout, etc. Puis alors l'absolutisme royal, on ne peut rien faire, il faut toujours demander 36 000 autorisations. Ceci, on devrait pouvoir faire des choses sans référence aux deux pouvoirs tutélaires abominables, la monarchie absolue, l'Église catholique. Puis ils ont progressé, comme ça, beaucoup. Et puis ils se sont diffusés en France. Bien sûr, c'est passé de l'Angleterre. Les loges sont passées en France. Il y avait d'ailleurs beaucoup, début du XVIIIe siècle, dans le Nord-Pas-de-Calais. Parce qu'avec la proximité de l'Angleterre, les commerçants, les marchands sont passés déjà des loges à Dunkerque et un peu à Calais. Boulogne, c'est l'une des plus anciennes. À Paris, parce que le roi Louis XIV ou Louis XV, je ne sais pas, ont accueilli la famille Stuart. À Paris, chassés du pouvoir, etc. C'était des francs-maçons, ils ont développé des loges à Paris. Et puis ça a pris comme ça en France. Donc en gros, au milieu du XVIIIe siècle. Hein. Alors, ça a eu la cote tout de suite. Il fallait absolument faire partie de la franc-maçonnerie. C'était en gros la chose à la mode. Alors certains disaient oui, mais c'est pour faire des banquets, c'est un peu pour faire blabla, ça n'a pas de fond ésotérique. Il y a un peu de tout. Hein. Il y avait le vrai chercheur, le vrai initié, et puis les gens qui disaient je vais à la loge, un peu comme aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, vous avez l'information, tiens, j'ai loge vendredi. Ouais, pas une transcendance particulière. Puis vous avez des gens qui, pas sur des plis de science. Hein, alors c'était comme ça à l'époque. Et donc ça s'est beaucoup développé. Et qui était dans la culture, dans l'érudition, ou qui ne savait pas quoi faire de son temps, adhérait à la franc-maçonnerie. C'était presque une mode. Donc les aristocrates, le seigneur machin, voulait-tu être de la franc-maçonnerie? Bon, vous voyez. Donc ça s'est passé comme ça au début. Hein. Alors bon, avec le rituel, les cérémonies, alors splendides. Hein. Le contenu, bon, certains doutent un petit peu du contenu. C'est là qu'elle commence à avoir un clivage. C'est-à-dire pour les esprits initiatiques traditionnels, on dit que quand la franc-maçonnerie de cette époque-là a fait ce genre de mondanité et de culture philosophique, ouverte sur l'opinion publique, c'est plus la vraie franc-maçonnerie des siècles précédents. Hein, en gros, ça aurait été une vraie franc-maçonnerie jusqu'au XVIIe siècle, et une franc-maçonnerie nouvelle au goût du jour, mondaine et autres, au XVIIIe siècle. Toujours est-il que ça a beaucoup pris chez nous, tous les aristocrates, Lafayette, tout ça. Enfin, c'est parti. Hein. Tous les grands esprits qu'on lançait, dont je parlais tout à l'heure, machin chose, on adhérait à la franc-maçonnerie. Les dames ont voulu en être. Mais dans la franc-maçonnerie, on ne peut pas faire d'initiation par les femmes. Ah oui, à l'époque, c'était encore très misogyne. Et alors, on a créé, pour leur faire plaisir quand même, les loges d'adoption. C'est-à-dire des loges annexes où les femmes pourraient être initiées, mais bon, un peu pour leur faire plaisir, sans véritable fond ésotérique non plus. Hein. Alors, c'est très très curieux hein, comme histoire, bien entendu, ça a progressé tout le XVIIIe siècle alors qu'on fait les autorités. Eh bien, les autorités ne savaient pas trop ce que c'était.
Et puis comme les aristocrates, ils en faisaient partie, et les brillants esprits du pays, bon, c'était pas forcément mauvais. Par contre, l'Église, quoi, les bustes qui s'enseignaient là-dedans, les références et tout ce qui s'ensuit, une bulle de condamnation par le pape. Donc 1738, la franc-maçonnerie est condamnée, qui se dit chrétien y adhère et excommunié. C'est radical. Donc bien sûr, l'Église n'a pas le pouvoir en France de faire fermer les loges, mais en gros, c'est condamné pour le chrétien. Or, ça prolifère quand même à tout va, puisqu'il y avait plein de prélats qui en étaient membres. C'est-à-dire, au XVIIIe siècle, par rapport à aujourd'hui, c'est que des cardinaux, des évêques, etc., étaient membres de la franc-maçonnerie. Bon, jusqu'à une certaine époque. C'était ouvert à tous les brillants esprits qui voulaient discuter. Hein. Alors, même à Versailles, le roi, qui se demandait ce que c'était, bon, il dit, c'est rien, Majesté, vous initiez. Il a été initié, Louis XVI lui-même. Louis XVI et ses deux frères ont été initiés à Versailles. Ça s'appelle la loge des Trois Frères Unis. Louis XVI et ses deux frères. C'est la loge des Trois Frères Unis à l'Orient de Versailles. On ne pouvait pas trop condamner la franc-maçonnerie. Hein. Bon, alors, le problème, c'est qu'au bout de quelques années, ça s'est divisé en deux. C'est-à-dire, il y a eu à l'intérieur une tendance mystique et une tendance matérialiste. C'est-à-dire, il y en a qui ont dit, ben voilà, ce qui est bien, c'est la science, les techniques, l'encyclopédie, la philosophie des Lumières, il faut lutter contre l'Église, c'est de la superstition, c'est rétrograde, c'est le Moyen-Âge. J'avais horreur d'ailleurs du Moyen-Âge. La caractéristique du XVIIIe siècle, c'est de détester le Moyen-Âge. Tout ce qui est gothique, c'est mauvais. Parce que c'est justement des croyances, des miracles, le culte des reliques, des croisades. C'est une horreur pour l'esprit ouvert du XVIIIe siècle. Et puis il y en a qui ont dit, oui, mais il y a une tradition. Les cathédrales, il y a des symboles, il y a des nombres, il y a le nombre d'or et tout ça, mais c'est quand même pas zéro. Donc on maintient une certaine dose d'ésotérisme. Donc il y a eu un côté des ésotéristes, on pourrait dire métaphysiciens, mystiques, etc. Et puis des matérialistes. Forcément, il y a eu le clash. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un groupe dissident qui a fondé une obédience totalement à part, qui est très connue aujourd'hui, qui s'appelle le Grand Orient de France. C'est la principale obédience maçonnique aujourd'hui, qui s'appelle le Grand Orient. À Paris, bien entendu, donc distincte de la Grande Loge Mère d'Angleterre. En quelle année? 1773. C'est une année 18. Bon. Ah oui, c'était 7-14. C'est spécialement bien parti. Parce que cette branche-là, en gros, c'est la plus dénigrée. Parce que quand on est dans la maçonnerie, les symboles maçonniques, on dit il y a plusieurs obédiences, lequel est la bonne, lequel est la mauvaise, etc. Là, c'est radicalement, j'allais dire, ceux qui sont dans l'esprit du temps, dans la modernité, etc. Et alors le comble, c'est que le grand souverain grand maître, comment ça s'appelle ça, la franc-maçonnerie, le grand maître du Grand Orient, grand maître du Grand Orient, c'est le duc d'Orléans. Donc c'est un prince, c'est le cousin du roi. Donc c'est le cousin du roi qui devient grand maître du Grand Orient de France jusqu'à sa mort, 1793, où ce brave homme sera exécuté. Tout franc-maçon grand maître qu'il est. Alors vous avez là quelque chose de très particulier, parce qu'on vous dit les francs-maçons ne font pas de politique. Là c'est le cousin du roi et le grand maître du Grand Orient. Il entretient des tas d'agents de toutes sortes qui font les 400 coups pour favoriser l'effervescence dans Paris. Vous dites c'est invraisemblable. Et le comble des combles, c'est quand il y a eu le procès du roi, ce personnage a voté la mort du roi. Donc là, il fait de la politique. S'il participe à un procès politique, il vote la mort du roi en tant que grand maître de la franc-maçonnerie. C'est quand même pas rien. Parce que les francs-maçons vous disent toujours, mais quand on est franc-maçon, c'est nos croyances intérieures, personnelles, on ne s'en sert pas dans la vie publique. C'est quand même très particulier, quoi. Parce que quand vous voyez le rôle de Lafayette, le rôle de Washington, le rôle de ceci, le rôle de cela, vous vous dites, ces gens-là sont très, très
Alors c'est le principal chef, je ne vous parle pas des moyens, des mineurs, des petits, ils sont quand même très très dans la politique, mais ils sont censés, comment dire, être séparés en deux. Il y a leurs convictions personnelles pour chez eux et leur action publique en tant que ministre, je ne sais pas, ingénieur. C'est très très spécial. Hein. Là, on a un cas très très particulier. Hein. Vous verrez après à quoi ça a bien servi de voter la part du roi et d'être exécuté quand même. Ah oui, visiblement, il s'est passé quelque chose. Etc. Donc on en est là, hein, dans cette évolution. Donc vous voyez, 1773, on n'est pas loin de 1789. Hein. Bon. Et alors, il y a eu en fait 3 francs-maçonneries. Pas 3 obédiences, hein, du Grand Orient, telle obédience, mais 3 types de maçonnerie. La franc-maçonnerie anglaise, qui reste un peu dans la spiritualité, la monarchie, des choses comme ça. Le Grand Orient, puis tout le Grand Orient, hein, Grand Orient d'Italie, Grand Orient d'Allemagne, etc. Plutôt jacobin, matérialiste, politique, etc. Donc, en gros, puisque c'est né en France en 1773, une franc-maçonnerie française et la franc-maçonnerie américaine, distincte de la franc-maçonnerie anglaise. Parce que là, tous les chefs de la révolution américaine de la guerre d'indépendance, les Washington, les Jefferson, les Benjamin Franklin, ils sont tous francs-maçons. Hein. Et là-bas, la différence de la France s'en cache jamais. On dit, mais ça, nous, c'est secret, c'est nos convictions personnelles. George Washington va en public avec son tablier de franc-maçon, et puis il pose les pierres des monuments, etc. Ça ne gêne personne. Et quand le fameux Benjamin Franklin vient en France, c'est parfaitement connu qu'il est franc-maçon. Et il s'en cache nullement. Alors que nous, quand vous dites à un ministre, vous êtes de la franc-maçonnerie, absolument pas. Après, on le sait parce qu'un tel l'a dénoncé, mais bon. Bah oui, ah si. Chez nous, c'est une cachotterie, c'est presque un délit. Alors on dit, ben, vous n'êtes pas dans le délit puisque vous êtes par l'humanisme, les droits de l'homme, les machins, les trucs. Bon. Les États-Unis, on n'a pas ce scrupule hein, invraisemblable. Hein. Alors, justement, cette histoire américaine est extraordinaire. C'est le fameux Benjamin Franklin. Alors, qu'est-ce qu'a fait? Alors, c'est une notoriété, hein. Vous connaissez Benjamin Franklin, qui a inventé le paratonnerre, qui a fait des travaux sur l'électricité, c'est comme ça qu'il a été connu, hein. Mais aussi imprimeur, diplomate, et bien sûr, bras droit de George Washington. Il a été envoyé par les insurgés, avant bien sûr le triomphe et la victoire en Angleterre et en France, pour recruter des armes et des troupes pour l'indépendance. Donc en fait, il ne venait pas en voyage. Hein. On dit, mais c'est l'ambassadeur des insurgés, venu en tant qu'agent. On ne dit pas secret pour lui faire plaisir, mais mandaté spécialement par les révolutionnaires américains pour venir en France, à la cour, parce qu'il va être reçu à la cour, il vient des États-Unis. Et donc, il va être reçu par Louis XVI, Marie-Antoinette, etc. Hein, très, très, très bien vu. Mais alors, comment essayer de soulever l'opinion publique en France pour qu'on aide les insurgents américains? Eh bien, devinez. En contactant tous les francs-maçons. Comme il est franc-maçon lui-même, prend contact avec les francs-maçons, est reçu dans la loge, machin, c'est qui se l'arrache pour qu'il soit invité. Et il fait le tour de tout le pays. Bon, et il fait même mieux. Il va devenir grand maître. Lui-même, c'est un Américain. Il devient grand maître de la loge des 9 sœurs à Paris. Alors à Paris, vous avez une loge de 9 sœurs. Les 9 sœurs, c'est les 9 muses. Hein. C'est les arts. Hein. C'est la muse de la poésie, la muse du théâtre, la muse de la rhétorique. C'est les 9 sœurs. Tout le gratin intellectuel français en fait partie. Benjamin Franklin est accueilli. Et quand il y a une nouvelle élection, on ne peut pas mieux faire que de nommer, va désigner, voter, Benjamin Franklin, grand maître de la loge des 9 sœurs à Paris. Bon, alors les gens disent, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans? Imaginez aujourd'hui l'ambassadeur de Chine. Il vient à Paris. Il est membre d'une triade chinoise. Il y a une triade chinoise en France, je ne sais pas, au Nancy. Il va aller, il va être reçu, puis on va en devenir le grand maître. Et M. Macron ne dit rien. Eh bien, Benjamin Franklin, c'est ce qu'il a fait. Et personne ne lui a rien dit. Alors,
Il faut dire que Louis XVI et la cour étaient favorables à une intervention pour les insurgés américains pour régler le compte de l'Angleterre. Alors bon. Mais au début, c'était pas bon, c'était pas acquis. Il a fallu qu'il travaille un peu avec tout le monde, contacter machin, contacter truc. C'est lui qui a emmené Voltaire à l'initiation. Alors, quand Voltaire, qui a passé toute sa vie à guerroyer contre X, Y, qui est très dans les idées modernes, parlait de la franc-maçonnerie, mais n'en était pas. À la fin, on lui a dit, bah, écoutez, cher Voltaire, vous devriez être initié. J'ai toujours, non, je ne peux pas, je vais être arrêté, etc. Ben alors là, quand c'est Benjamin Franklin qui a dit, si vous venez à Paris, parce que vous savez qu'il vivait le long de la frontière, parce que si on allait l'attraper pour le mettre à la Bastille, il passait de l'autre côté. Hein. À Ferney, juste, comme quoi il craignait quelque chose. Alors, je me suis dit avec Benjamin Franklin, si c'est lui qui fait, qui me conduit à l'initiation, on ne va pas m'arrêter. Donc il est venu à Paris, et bras dessous, c'est Benjamin Franklin qui le conduit à la cérémonie d'initiation. Vous voyez, le Benjamin Franklin, ce truc, personnage absolument extraordinaire. Bon, il y a mieux. Dans les fameux rites magico-érotiques dont je parlais tout à l'heure, il y a une société en Angleterre qui est très spécialiste de ce genre de choses, qui s'appelle le Club des Feux de l'Enfer. Un club des Feux de l'Enfer à Londres, qui fait de l'initiation, mais qui fait des rituels magicaux, trucs, machin, chose, à l'ouest de Londres, dans un lieu absolument incroyable, parce que c'est un endroit souterrain, avec des souterrains qui datent du néolithique. C'est des cavernes qui s'enchaînent les unes les autres, avec des passages, et puis des tunnels, etc. Alors, au XVIIIe siècle, un homme politique qui s'est passionné pour cette histoire-là s'appelle Dashwood. Dashwood a décidé de remettre en état les lieux et de faire des cérémonies initiatiques dedans. Donc les adeptes descendent, ils passent une pièce, une deuxième pièce, un escalier, un machin, ils arrivent dans la pièce du fond, il y a un portail qui s'ouvre, et vous êtes dans les entrailles de la terre, et on rentre par couple. C'est-à-dire on doit, avant de faire la première salle, avoir la compagne pour faire le rituel final tout à fait au fin fond, et c'est des rites magico-sexuels. Bon, le fameux tantrisme qui serait arrivé jusque-là, et il se trouve que le fameux Benjamin Franklin, avant de venir en France, fait un crochet par Londres. Et son ami, c'est le fameux Dashwood dont je vous parle. Il dit, tiens, je vais vous faire voir quelque chose de très curieux, vous devriez venir avec moi à une cérémonie. Benjamin Franklin y va, et on dit que Benjamin Franklin participait à ces cérémonies en question. Alors, à titre d'adepte ou à titre de je viens voir ce qui se passe et je suis invité. On ne sait pas trop. Mais bon. Alors, la plus curieuse histoire, c'est en France. En France, soudain, Benjamin Franklin, qui était à Paris, s'en va à Carcassonne. Alors, il arrive à Carcassonne. Vous voyez déjà où c'est, hein. On est en Occitanie. Il réunit tous les grands chefs, maçons, Rose-Croix, cabalistes du coin. Et il leur demande quoi? De lui apporter toutes les archives templières disponibles dans le coin. Alors, quoi faire? Alors, vous êtes près de Rennes-le-Château, là, près de Narbonne, donc ils cherchent vraiment quelque chose. Alors, il y en a qui disent, ouais, bon, il y en a là dans telle famille. Ils cherchaient vraiment un truc. Alors, il a essayé de trouver tous les documents, pareil qu'il y en a eu un paquet comme ça, et puis discuter avec les érudits et initiés locaux. Alors, on dit qu'ils pensaient que les Templiers avaient trouvé un produit particulier pour faire la pierre philosophale. Et que c'était dans un manuscrit, c'est un truc qu'il fallait avoir assez. Et bon, ils demandaient. Alors, on ne sait pas où sont passées les archives réunies. Hein. Bon, là aussi, quand il est allé là, qu'est-ce que la cour de Versailles a pensé de son escapade et ce truc, et pourquoi il est allé là, quel truc politique, rien de politique, hein, un machin complètement secret. Voilà, avec comme compagnie le marquis de Montferrat. Ben, vous vous dites, tiens, qui c'est le marquis de Montferrat? Eh bien, c'est le comte de Saint-Germain. Donc, ils ont eu rendez-vous, tous les deux, là-bas. Et les archives, depuis, on ne sait pas où ils sont passés. Hein. Donc, il y en a qui ont dit qu'ils vont être réenterrés dans les fameuses cavernes de Rennes-le-Château. D'autres qui ont été récupérés par le Grand Orient. D'autres qui ont été récupérés à droite, à gauche, tout un tas de choses comme ça. On va parler un petit peu de Saint-Germain après. Vous voyez, on en est là hein, dans l'histoire. Ah, vous voyez que c'est très très curieux. Donc vous voyez, ces francs-maçons, très différents. Hein. La loge anglaise, les loges américaines,
Benjamin Franklin et les loges françaises du Grand Orient en France. Et puis alors, il faut parler d'un ordre absolument incroyable qui est l'ordre des Illuminés de Bavière. Alors, quand vous en êtes là, alors, ça a été créé, ça s'appelle comme ça aussi, Ordre des Illuminés de Bavière. Ça a été fondé par un gars qui s'appelle Adam Weishaupt. C'est un Allemand. Bon, dans l'Allemagne centrale, un peu du côté de la Hesse, d'Ingolstadt. Alors au début, c'est un théologien. Et il a une chaire de théologie. Puis écœuré par l'Église catholique, la théologie, il devient complètement contre. Et comme ça ne lui plaît pas, il dit tiens, je vais chercher des idées nouvelles et adhère à la franc-maçonnerie. Et au bout de quelques années, ça ne lui plaît pas du tout. Les francs-maçons racontent des choses intéressantes, font des cérémonies spectaculaires, mais le fond, il n'y a rien, ils ne sont pas efficaces. Puis alors, bon, ils font beaucoup de blabla, mais ils ne font rien dans la réalité pratique des choses. En gros, dans son idée, transformer la société, lutter contre l'Église, etc. Et il va donc réutiliser tout ce qu'il a appris dans la franc-maçonnerie, les rituels, les méthodes, etc., pour faire son propre ordre des Illuminés de Bavière, et va lancer ce genre de truc. Alors il aura jusqu'à 600 adeptes répartis dans toute l'Europe. Et puis un jour, il se passe un événement extraordinaire, que je ne raconte pas en détail, je l'ai raconté dans une autre conférence. Il y a un émissaire qui s'en va contacter un groupe local avec tous les ordres de l'ordre. Et alors ce monsieur traverse une forêt foudroyée. Alors là, au sens propre de l'électricité de Benjamin Franklin, là, bon, là, il n'y a pas de paratonnerre, le gars il est descendu de cheval, il est retrouvé mort sur le chemin, et il a une sacoche. Dans la sacoche, on trouve tout un tas d'écrits, et les écrits, c'est un plan de subversion mondiale. On dit dedans, il faut détruire toutes les monarchies, l'Église catholique, supprimer la propriété privée, mettre fin aux tribunaux, un gros programme ultra-anarchiste. En gros, la subversion révolutionnaire dans toute l'Europe. Donc bien sûr, on fait une enquête, on arrête tous les membres de l'ordre, et on confisque, bien sûr, parce qu'on, comment on appelle ça, qu'on visite les gens, là. Quand on fait des visites, des perquisitions, découvre les noms du truc, un complot. Alors là, aujourd'hui, quand on dit théorie du complot, c'est des blagues, ça ne peut pas exister. Là, il existe vraiment. On a des vraies preuves. La police, tout le monde, on surveille. Sauf que, avant qu'il soit arrêté, le type, il a fait une chose extraordinaire. Avec ses membres de son groupe, il a infiltré toutes les sociétés secrètes et toutes les obédiences maçonniques. Alors lui, après, il n'a pu bouger d'endroit où il était réfugié. Il est mort qu'en 1830. Cette histoire-là, c'est de 1776 à 1782. Après, on n'entend plus parler de lui. Mais c'est la subversion totale dans toute l'Europe. Alors vous voyez que c'est quand même une chose assez extraordinaire, ces Illuminés de Bavière. Et alors, on est dans un cas ésotérique unique. C'est-à-dire que vous avez un complot, les dirigeants sont arrêtés, la secte est supprimée, il n'y a plus rien qui se passe, puis le résultat, c'est que ça a lieu quand même. Parce que qu'est-ce qui s'est passé après? Il n'y a plus de monarchie, il n'y a plus d'église catholique. Il faut voir sous la terreur ce qui est resté de la monarchie, ce qui est resté de l'église. On dit oui, mais aujourd'hui, il y a encore des monarchies. Ouais. Qu'est-ce qu'il en reste? Plus grand-chose, à part la monarchie anglaise, le prince de Monaco, la reine de Suède, c'est plus vraiment des monarchies au sens de Louis XIV. Donc le gars, il a réussi son coup, affaiblir jusqu'à plus soif aujourd'hui l'Église, qui n'est plus rien du tout, et les monarchies. Bon, quant au reste, bon, il n'a pas réussi quand même à supprimer la propriété privée, ce qu'on retrouvera dans Lénine, dans Karl Marx, mais c'était déjà dans le programme. Alors ça, les Illuminés de Bavière, c'est quelque chose. Mais c'est réel, ce complot a réellement existé, ce personnage existe vraiment, au point où même Jean de Washington disait il faut se prémunir de ces gens-là qui sont les Illuminés de Bavière, on n'en veut pas dans notre franc-maçonnerie à nous. C'est dire où on en était. Alors qu'est-ce que sont devenus tous les infiltrés dans l'intérieur? Bon, vous voyez, on en est là. Bon, donc ça c'est un cas particulier. On dit aujourd'hui, on est dans une autre théorie du complot bien moins prouvée, les fameux Illuminati sont les descendants de ces groupes-là.
hein, qui ont repris le nom, puis l'œil dans le triangle, c'est un truc maçonnique, etc. Hein. Donc vous voyez, on en est là, hein, dans l'histoire. Hein. Alors, quand vous en arrivez là de l'exposé, vous allez dire, mais comment juger un siècle pareil? Vous avez des sacrées surprises. Hein. Alors, vous croyez que c'est la philosophie des Lumières, puis il y a bien plus d'occultisme que de philosophie des Lumières. Puis alors, comment s'y retrouver? Entre Casanova, qui est une sorte de Don Juan, qui fait tous les salons aussi, pour faire des tours de magie, de la séduction, etc., mais qui est quand même franc-maçon. Bon, le fameux Cagliostro, qui vient de Sicile et qui fait aussi comment dire, des démonstrations d'hypnose, de passe magnétique, qui hante les salons, comme d'ailleurs beaucoup d'autres, et qui a un certain pouvoir, qui a rencontré d'ailleurs Saint-Germain, etc. Bon, le fameux Don Bernetti et d'autres. Vous dites, alors, est-ce que c'est la même bande? Eh bien, pas vraiment, parce que c'est des différents niveaux. Autant Casanova est considéré comme un escroc, autant Cagliostro est quand même un peu plus haut, et autant Louis-Claude de Saint-Martin est en ésotérisme considéré. Là, on demande à René Guénon ce qu'il pense d'un tel et d'un tel, c'est tout de suite catalogué. Hein. Et il ne trouvait pas Louis-Claude de Saint-Martin si mauvais que ça. Il trouvait quand même bizarre ce que Louis-Claude de Saint-Martin appelle avoir une passe. Alors attention, ça n'a rien à voir avec la prostitution, c'est qu'au cours des rituels, quand vous voyez un phénomène anormal, par exemple un truc de lumière dans la loge plongée dans les ténèbres, ou que vous entendiez un son, personne ne parlait, le silence de mort, puis bon, vous entendez une voix, vous entendez un truc de musique, la personne qui joue de la musique, vous étiez censé avoir contacté les esprits, ou les esprits se manifestaient. René Guénon dit non, écoutez, c'est des phénomènes de tout à fait par ici, en gros c'est physique. Il n'y a rien de surnaturel là-dedans. Par contre, il peut y avoir des trucs totalement surnaturels. Voilà, on en est là, on arrête là. Bien, merci Michel. Je vais limite.